Ouais, bah oui. Moi, je trouve que c'est les sujets les plus intéressants. Moi, quand je regarde des interviews, j'en regarde plein hein, d'ingé son, de trucs. Je trouve que les passages les plus intéressants, c'est quand les mecs, ils parlent plutôt de philosophie de session, plutôt que de « Ah, j'aime bien telle machine, j'aime bien tel truc ». C'est pas ça le plus important parce que tu vas pas faire perdre du temps à un artiste en me disant « Tiens, on essaye tel truc ». Non, je l'essaye dans mon coin. Ouais. Puis si je lui dis c'est mieux, je fais AB, il me dit c'est mieux ou pas, mais je lui dis pas ce que c'est. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. Aujourd'hui on parle rap, on parle hip-hop, on parle Bruxelles. On a Jules Fradet pour vous qui est un producteur, un gesson, mixeur, qui a travaillé notamment avec Damso, avec Caballero et Jean Jass, avec Romeo Elvis, avec toute la clique en fait bruxelloise du rap et aussi pas mal en France. On va vous parler un peu de son histoire, de son parcours, comment il est arrivé aujourd'hui à ce qu'il fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'il travaille donc sur ces super prods qui sonnent ultra léchés, très grosse, très puissante. On est allé filmer ça dans son studio à Bruxelles, qui, vous allez voir, est vraiment cool aussi. On parle un tout petit peu matériel, pas trop, on parle beaucoup philosophie, on parle voilà, plein de choses à prendre, à se mettre sous la dent pour avancer en tant qu'ingé son et devenir peut-être le prochain gros mixeur de rap ou autre dans votre coin. Avant de partir pour Bruxelles, je vous invite à liker la vidéo, ça c'est cool, ça nous aide. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous aide aussi. Et vous pouvez aller vous inscrire sur l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous allez recevoir un cadeau, des cadeaux de bienvenue, un guide d'achat pour votre home studio si vous débutez, un tableau des fréquences pour vous aider à mixer, à enregistrer et surtout plein de plugins gratuits. Et surtout, vous allez rester en contact avec nous. Donc chaque fois qu'une vidéo sort, un nouveau cours sort, une promo sort, hop, on vous envoie un petit mail tout gentil, plein d'amour pour vous tenir au courant. Je pense que tout est dit. Donc si tout ça est fait, ben maintenant on peut attaquer dans l'interview. À Bruxelles, c'est parti. Yeah. Eh bien, bonjour, merci de nous accueillir dans ton studio. Eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet et te demander un petit peu si tu sais nous faire un petit résumé de ton parcours, c'est-à-dire à quel moment tu t'es dit tiens, c'est cool la musique, comment tu t'y es intéressé et au fur et à mesure un peu toutes les étapes un peu clés pour arriver jusqu'ici à ce jour, si possible. Ouais, ça a commencé un peu comme tous les ados qui arrivent au lycée ou qui ont 16 ans, tu vois, qui ont des potes qui ont des groupes. Ouais. Et il leur manque un bassiste, il leur manque un gratteux. Ils disent ah t'as pas envie de venir faire du bruit avec nous. Ok. Et donc tu dis ah ok ça a l'air cool. Donc voilà t'y vas. Puis du coup j'étais bassiste avec mes potes. On est dans quelle période là? 2001, 2002, okay. 16 ans. D'accord. Voilà, 16-17. La région où j'étais, il y avait plein de groupes. Donc on avait plein de potes, tous les ans on faisait un nouveau groupe, un nouveau truc. Donc c'était super fun à faire. Et puis on voulait faire des CD, des cassettes pour faire des... Pour devenir des stars quoi. Pour faire les grands, tu vois. Puis pour que d'autres gens puissent, pour mettre sur MySpace, pour que les gens nous écoutent. Et donc on savait pas trop comment faire, donc on avait récupéré de l'oncle d'un pote un 4 pistes à cassette. Qui est là d'ailleurs. Collector, ok. À 4 pistes à cassette, on se dit comment on fait, on commence à s'enregistrer dessus, je transfère vers mon ordi avec la carte son de l'ordi, tous les trucs, il n'y a rien tout se met en vrac, on fait n'importe quoi. Pendant X temps, on fait nos cassettes et nos machins, et puis je me dis, ok, en fait, j'ai l'impression que moi, ça m'intéresse un peu plus que les autres d'en faire plus, donc j'achète une carte son, un ordi, et voilà, et du coup, j'ai une carte son, un ordi, du coup, les copains ils disent ah on pourrait faire la maquette d'un tel et voilà. Okay. Et là je me dis ah ça a l'air cool quand même. Ouais. Et je me dis je m'intéresse peut-être plus à faire ça que travailler ton instrument. Qu'à jouer voilà. Du coup l'idée se forme et je me dis en fait à un moment non, j'ai vraiment envie de faire ça. Okay. Donc on se dit ok on va faire une école. Ok. Voilà c'était un peu le principe. Mes parents me disent si tu veux le faire fais une école. Voilà. Il te faut un diplôme. Voilà. Ok. Donc je me dis ok. Bon, j'étais en France. Ouais. L'école la plus connue, moi ne connaissant rien, c'était Louis Lumière. Ouais. Je me dis, je veux aller à Louis Lumière. Ok, il faut bac plus 2, plus 3. Je fais la fac de physique. Ok. Je me plante royalement. Et je commence à regarder ailleurs et j'entends parler de la SAE. Ouais. Je vais visiter. J'ai visité celle de Bruxelles et je me dis, comme je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais apprendre et ce que je ne savais pas encore. Ouais.
Et j'arrive là-bas et je me dis, eux, au moins, ils font des travaux pratiques. D'accord, ouais. Toutes les autres écoles, tu repartais pour 5 ans de théorie, de trucs. C'est ça. Eux, ils font des travaux pratiques. Tu pouvais la faire en 1 an à l'époque. Ouais. Je me dis, OK, c'est bon, je fais ça. OK. Et donc, je débarque à Bruxelles en 2007. D'accord. Voilà. Je fais la SAE. Et à la SAE, à l'époque, ce qui te promettait, c'était de te faire des workshops dans des studios parce que tu devais apprendre à utiliser une SSL et une NIV. Ouais. Pour moi, c'était vraiment le truc. Et donc, le workshop nous amène au studio Dada, à Bruxelles. Et on arrive le matin, on est tous ces étudiants un peu foufou. On arrive dans le salon. Et puis, tu as la porte de la régie qui est un peu ouverte, là. Les lumières sont éteintes. Et il y a cette grosse console qui est là, qui dort. Je me souviens encore du truc, je me dis, c'est cool quand même. Tu rentres dedans et tu te dis, c'est cool quand même. Tu fais le workshop, pause clope, tout le monde se barre, tu te dis, ils sont fous ces types. Donc tu restes, tu tournes tous les trucs, et tu te dis, enfin, c'est cool quand même. Et un de mes profs de la SAE se trouve aller dans ma région natale pour faire un album. Ouais. Alors je me suis incrusté dans la session, et puis il revenait quelques mois plus tard, terminer l'album au Dada. Okay. Et il me dit, si tu veux venir voir, viens. Et donc je rencontre Peter, le patron du Dada, qui me dit, si tu veux, on a peut-être besoin d'un assistant en septembre, rappelle-nous fin de l'été si ça t'intéresse. Septembre 2008, j'arrive au Dada, assistant, pensant que... En fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait beaucoup d'assistants, les uns après les autres, mais que c'était celui qui tiendrait le plus longtemps. C'est ça. Voilà. OK. Et il m'a dit, mais je vais tenir plus longtemps que les autres. D'accord. Et voilà. Et donc, 2008, j'arrive assistant au Dada et je fais mon rôle d'assistant, quoi. Je fais tous les cafés, je prépare les sessions pour tout le monde, je regarde le planning du lendemain, on fait tout le truc. Et petit à petit, ce qui était vachement bien au Dada, c'est que, en fait, ils m'ont jeté dans la cage au lion très vite, parce qu'en fin de journée, il y avait des gens qui venaient faire des sessions, et tout le monde se barrait, et on me disait, à 19h, t'as... C'est ça, après ta journée d'assistanat. Voilà, okay. Les gars, ils viennent faire une session, on fait des voix. Je dis, OK, bon, j'y vais, je prépare le micro, mais en plus, c'est que les gars, ils viennent, ils disent, ouais, mais on va retravailler sur ce morceau que toi, tu n'étais pas au courant. Donc, tu dois rebrancher le disque dur. Tu arrives, tu as une session qui s'ouvre comme ça. Et tu as 5 minutes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dedans, remettre un micro, faire que ça sonne pareil, et puis on y va, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un peu les premières armes du Dada. Ouais. Et j'ai vraiment évolué dans ce lieu pendant quasiment 10 ans parce que, comme je m'accrochais et que je voulais bosser, eux, ils me faisaient vraiment... ils m'ont vraiment accordé beaucoup de confiance sur des projets et sur plein de trucs. Et 10 ans comme... même au bout des 10 ans, tu faisais encore de l'assistanat et des sessions ou ça a switché? J'assistais et j'accueillais les ingés qui venaient de l'extérieur. C'est ça, OK. Ouais. Et ce rôle d'assistant, moi, j'ai vraiment aimé le garder, même s'il y avait d'autres assistants. Je trouve que c'est un rôle qui m'a beaucoup plu, d'accueillir les gens et de s'assurer qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait et que tout se passait sans accrochage, sans rien. Anticiper tous les défis que chaque session apporte. Oui. Ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et le mec qui est assis sur sa chaise en train de bosser, l'ingé, il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps forcément d'anticiper. C'est-à-dire que si lui il doit anticiper tout ce qui va se passer, ça lui prend une charge mentale très forte. Bien sûr, ouais. Alors que s'il a un assistant qui est au taquet, qui anticipe tout, tout va vachement vite. J'imagine que ça a été ultra formateur du coup. Parce que tu as pu observer et puis tu as pu apprendre ce qu'il fallait faire pour anticiper en fait. Ouais, parce qu'à force d'imaginer qu'est-ce qu'il va me demander après et d'être surpris parce que c'est pas ce à quoi tu pensais. En fait, on fait ça et mince, il me demande un truc vachement compliqué. Et il me dit, en fait, on veut connecter l'autre cabine à celle-là. Et tu sais pas, mais on est dimanche et t'es la seule personne dans le bâtiment. Et donc, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est... Ça te prépare et il faut avoir cette mentalité de se préparer pour se dire, OK, au moment où je serai là-bas,
j'aurais déjà réfléchi à toutes les éventualités. Donc, je pourrais, moi, préparer mes sessions pour qu'il n'y ait pas de problème et je saurais quoi faire. Ok. Et Voilà. donc pendant cette dizaine d'années-là, c'est uniquement Dada? Tu fais encore rien sur le côté? Ouais. Ok. Ouais, Et... j'avais des trucs un peu à côté, Ouais. mais non, c'était vraiment Et à un moment, tu as fait la un base, petit quoi. peu de live, du coup, aussi, dans cette période-là, ou c'est pas à ce moment-là? Un petit peu, mais j'étais pas très à C'était l'aise pas ton avec truc, ok. avec le concept. C'est ça. Moi, je m'étais tellement entraîné à maîtriser chaque coin du studio, Ouais. et c'était un outil tellement incroyable que je n'avais pas envie d'aller C'est ça. ailleurs, Ouais, tu bah vois. oui, bien sûr. Ouais. Moi, je voulais faire le maximum de ce que je pouvais faire là, et il y avait tellement de choses à développer, tellement d'activités. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des artistes avec qui j'avais bossé qui m'ont demandé de les suivre en live après. Ok. Parce qu'ils avaient une musique qui demandait à être suivie tout le long du concert. Soit il y avait il y avait des effets particuliers à mettre, il fallait connaître la conduite des morceaux, ou bien il y avait plein de choses qui se passaient en même temps. Enfin, il fallait connaître les morceaux et du coup, ils me demandaient de venir avec eux. Ok, d'accord. Et donc là, on arrive quoi? Alors la fin du Dada, c'est plus ou moins vers 2018, si mes calculs sont bons. Ouais, c'est ça. 2017, 2018. Ça faisait quelques années que je voyais que j'étais dans un cycle en fait qui se répétait. Ouais. Qui se répétait. Bah, j'avais testé quelques voix au sein de cet endroit. Et puis, j'avais testé un peu les limites de ce que je pouvais faire. Et t'as fait un peu le tour, quoi, en gros. Ouais, il y avait plein de choses à faire, mais ça se répétait. Et puis là, depuis, en fait, avant ça, 2014-2015, moi, j'avais commencé à bosser. Il y avait la Smala à l'époque. C'était c'était le renouveau je trouve, moi, du rap en Belgique, mais même globalement, je trouvais. Il y avait vraiment un vent d'air frais dans cette musique. J'ai rencontré ces gars-là. On a commencé à bosser ensemble. On a fait plein de trucs ensemble. C'était vraiment super bien. Ouais. Et je faisais leurs concerts, du coup. Ok. Et puis, il y avait tous ces gens autour d'eux. Et j'ai rencontré Jean-Jacques et Kaba et tous les autres. Et il y avait un truc vraiment qui se passait. Et vers 2017, Kaba et Jean-Jacques, ils font leur 3e album, Double Hélice 3. Et ils se disent, tiens, on veut faire un studio pour faire cet album dedans. D'accord. Ils se disent, mais ce studio, on va faire cet album dedans, mais il sera disponible quand même pas mal d'autres temps. Et ils ont plein d'autres personnes qui veulent enregistrer, qui veulent faire des trucs. Du coup, moi, je les ai aidés à choisir le matériel, à construire le studio. Ils m'ont dit, bah, est-ce que tu voudrais pas venir bosser avec nous? Ok, cool. Et donc, bon, grosse réflexion. Parce que là, on repartait dans une cave. Ouais. Voilà. Donc là, t'as fait 10 ans dans un studio avec une énorme Nive et tout. Ouais. Tu fais des musiques de films avec des orchestres avec 60 personnes et tu te dis non. Tu appelles ta mère, tu dis maman, je vais avec mes copains et on va faire un studio dans une cave. Venez visiter, c'est cool. Et voilà, c'est 2017. Ok. Et donc vraiment une cave. J'ai touché le plafond et tout. Ok. On a fait plein de projets cool là-dedans. Et le lieu a évolué. Le parcours a évolué, mais le lieu a évolué. On l'a déplacé pour arriver finalement ici en fin 2019, je crois, ou 2020. D'accord. Et donc, Voilà. ce qu'on trouve ici, bah, y a une partie du matos. Ça a commencé là. Il y avait tout mon matériel à moi que j'avais pas mis dans la cave, que j'avais gardé au Dada ou à d'autres endroits que j'ai rapatrié ici. Ok. Des trucs que j'ai depuis le 4 pistes à cassette, les guitares, les trucs que j'avais depuis que j'étais ado. Je retrouve un peu ma garçonnière, là, ma chambre d'étudiant ici. Ok. Donc, voilà. Et donc maintenant, ce studio, il est à vous trois alors, du coup, d'une Ouais. certaine façon. Ok. C'est ça. Donc eux font leur projet et toi, c'est l'endroit qui te permet de mixer. Qu'est-ce que tu fais, toi, essentiellement ici? Principalement du mix. Mix, ok. Ouais. Avec eux, le travail qu'on fait, c'est que eux, ils s'enregistrent, ils font toute leur prod. Ici. Ils sont autonomes et puis on se retrouve au moment de mixer les projets pour finaliser les morceaux. Et après, toutes ces années depuis le début de la cave, on a pu développer des relations avec d'autres gens. Et, ça, bien sûr, et donc, j'ai du travail de mix et un peu de prod, mais je me considère pas comme producteur.
C'est ça. Donc, Toi, tu te voilà. sens, oui, de tout ton parcours, parce que donc, si j'ai bien suivi, tu as été musicien, tu as été assistant, tu as fait un taf d'ingé son, là, de mixeur. Donc, toi, maintenant, actuellement, après tout ça, tu t'es un peu plus spécialisé, tu te sens plus mixeur, vraiment, que toutes les autres casquettes que tu as déjà eues, quoi. Je me sens ingé, pas forcément Ok. mixeur, parce que mixeur tout seul dans son coin, c'est pas toujours fun. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de mixer avec d'autres personnes. Ok. Ouais, vraiment plus ingé, parce que je suis un rôle de charnière entre différentes personnes. C'est-à-dire que tu as les artistes, tu as les producteurs, et il y a besoin à l'interface d'avoir une sorte d'outil ou de certaines compétences Mhm. qui permettent à chacun de s'exprimer au maximum de son potentiel. Ok. C'est-à-dire qu'un chanteur, il va aller derrière le micro, il a besoin que si à un moment il dit « Ah, je veux un délai, je veux du flanger, du machin », pouf, c'est fait. Mhm. Le producteur, il a besoin pour sa production d'enregistrer une guitare, de faire un truc. Eh ben, ça va plus vite s'il y a un ingé qui le fait. C'est ça. Et donc, qui est ça là t'arrive pour le encore, faire. toi, d'enregistrer des voix et Ouais, bien sûr. de bien sûr. participer à la partie prod de l'enregistrement et tout ça, quoi. Ok. Ouais. Cool. Ça se fait avec... bah là, la plupart des gens à qui je bosse, on fait du coup pas d'enregistrement ici parce que le lieu est pas fait pour. Ok. Mais il y a d'autres studios. Ah, ok, C'était ouais. aussi le but on voulait pas faire un studio en fait, parce qu'il y en a qui sont vachement bien à Bruxelles. Oui, vous avez accès Voilà. à beaucoup de J'ai choses. beaucoup bossé avec l'équipe de l'ICP, qui sont des gens vraiment incroyables aussi, Ok. et qui ont un studio incroyable. Et on a fait beaucoup de sessions avec eux. Ouais. Et ça se passe super bien. Et donc quand tu as besoin de faire une session où tu vas brancher plein de synthés, des guitares, un piano, un truc, bah, on va pas essayer de le faire Bien ici. sûr, ouais, ok. Alors que, parce qu'à 2 km, il y a un outil vachement plus adapté pour le faire. D'office, ouais. Par contre, effectivement, quelqu'un qui arrive là-bas et qui est pas prêt, il peut se retrouver un peu désemparé, parce qu'il faut réussir à faire tourner une machine pareille, quoi. Mhm, mhm. Et donc, c'est là que je trouve qu'un ingé, c'est une personne qui peut être Bien sûr, ok, je comprends ce que tu dis. vraiment Ouais, importante, quoi. Ok. Et maintenant, tu évolues au Dada, tu faisais un petit peu tous les styles à ce moment-là, parce que le Ouais. studio fait un peu de tout. Ouais. Mais maintenant, tu t'es spécialisé un petit peu plus dans tout ce qui est rap, alors du coup. J'ai suivi là où la rivière Comme me ça. menait, tu C'est vois. ça, ok. J'ai suivi aussi le plaisir que j'avais à faire les sessions, à faire mon travail. Ok. En fait, je me suis vraiment intéressé à beaucoup de musique, à beaucoup de trucs. J'ai fait pas mal de musique de film au Dada. Il y a un plateau énorme, on a fait des sessions d'orchestre, c'était vachement bien. C'était vraiment passionnant à faire, parce que d'un point de vue technique, il fallait avoir une méthode de travail pour tout faire marcher, c'était cool. Ouais. Et puis, je me suis heurté à un plafond où, en fait, les mixeurs de musique de film et les ingés de musique de film, dans le milieu francophone, on les compte sur les doigts de la main. Bien sûr, ouais. Et toi, tu es un peu toujours... déjà, tu es en compétition avec tout le monde. Ouais. Et puis, tu vois, tu trouves pas ta place. Ok. Et puis, c'est des gens voilà, que tu admires. Et en fait, tu te rends compte que tu lui as piqué le plan. C'est pas cool. Pas facile. Et alors que depuis, quand le 2015, tous ces nouveaux groupes de rap sont arrivés, c'est une musique que j'avais beaucoup écoutée, mais il y a eu une période où j'en écoutais plus. Je me retrouvais plus. Et là, j'allais au concert et je me disais, mais en fait, c'est un concert de rock. Ok. J'allais au concert de rap et je voyais les mecs, il y avait des pogos dans tous les sens, ça se sautait dessus, l'ambiance était super bonne, tout le monde était joyeux. Il y avait autant de meufs que de mecs partout. C'était une ambiance de fou. Ouais. Je me dis, ah putain, en fait, il se passe c'est pas mon souvenir de ce que c'était avant, c'est vachement cool. Et quand les gars sont arrivés avec les grosses 808, les trucs comme ça, moi qui écoutais mes gros drops de groupes de metalcore et trucs comme ça, bah, j'ai retrouvé les mêmes sensations. Ok. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une énergie vachement rock dans ces trucs. C'est une musique le rock, c'est une musique que j'écoutais beaucoup de métal, trucs comme ça, mais j'avais pas trouvé de moyen d'exprimer cette passion en Belgique, parce que bah, je connaissais pas de gens, il y avait pas beaucoup de groupes, c'était compliqué. Et là, en fait, j'étais avec des rockers qui, en plus, ils voulaient, plus il y avait des sons bizarres, des effets, il y avait une vraie place pour s'exprimer avec des effets, avec des trucs comme ça, quoi.
Donc, je me suis vachement amusé avec eux. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, c'est quand même principalement la musique avec laquelle je travaille. Ouais. Ok, cool. Mais c'est aussi une musique qui s'est disséminée dans tous les styles. C'est vrai. Et qui s'est assimilée partout. Donc, si aujourd'hui tu bosses avec des chanteurs pop, et ben en fait, ils écoutent ces musiques-là. Bien sûr, ouais. Il y a l'album de Loïc Notet qui est sorti là récemment. Et il y a plein de sonorités. On a bossé avec Prinsley sur cet album-là. C'était clairement pour apporter des sonorités comme ça. Et c'est vachement bien de pouvoir mélanger ça maintenant avec plein de... Oui, on a une époque un peu où il y a beaucoup de crossovers qui se font un peu dans tous les sens. Ouais, il y a une ouverture d'esprit, je trouve. C'est ça qui me plaît. Ouais. Cool. Et donc maintenant, quand donc je suppose qu'il y a des artistes qui viennent vers toi. Je suppose que c'est différent quand quand tu travailles sur un nouveau projet, sur la production, ou si c'est juste du mixage. En général, tu abordes ça comment? Donc tu disais que tu aimais bien parfois que les gens soient présents. Mais pour du mix, on t'envoie ça peut-être maintenant d'un peu partout avec le... Donc comment tu abordes la chose et comment tu aimes bien que ça se passe à un projet Moi, j'aime bien être là dès le départ, quoi. Ok. Je trouve que c'est là que j'arrive à faire le meilleur travail. C'est vrai que ça m'arrive que des gens m'envoient des trucs sans que je les ai rencontrés, mais je suis pas très à l'aise. C'est pas ton truc. Avec ça. Non, j'aime bien rencontrer les gens. La plupart des trucs que j'ai mixés, en fait, j'ai participé à l'enregistrement de l'album. Ok. D'une manière ou d'une autre, j'ai enregistré un titre où j'ai fait... j'étais en séminaire avec eux en studio et ils veulent garder quelques titres, ils me demandent de les mixer, peut-être qu'ils m'en envoient d'autres après. Parce que l'avantage que tu as à faire ça, c'est que tu as été dans la pièce avec eux. Ouais. Même si après ils t'envoient un autre morceau à mixer, tu as capté ce qu'ils aiment, la vibe du truc, comment est-ce qu'ils aiment bien écouter, ou comment ils placent leur voix, des choses comme ça. Donc moi j'aime vraiment bien être à un moment, faire partie de l'ensemble du projet, la création. Voilà. Ouais. Et après, avec le temps, et les gens qui me donnent juste des choses à mixer, c'est souvent des gens avec qui j'ai fait des sessions. C'est ça, ok. Voilà. Donc si un artiste contacte maintenant, tu vas essayer de voir un peu, tu vas discuter avec lui, tu préfères que ce soit en amont, et du coup, tu vas te déplacer pour aller dans un des studios, comme tu disais, pour enregistrer avec lui si ou possible. Venir ici, ou se voir. Le mieux, c'est de faire une petite session d'enregistrement et d'apprendre à se connaître, quoi. Ok. Je trouve que c'est... Et t'as pas d'exigence, de desiderata, la personne vient vers toi et en général tu vois un petit peu si tu peux apporter quelque chose ou... Ouais, on m'envoie des maquettes, Ok. On m'envoie les enregistrements, j'écoute ce qui a été fait et puis on voit, la plupart du temps, c'est rare que les gens me contactent directement, c'est-à-dire que c'est un manager ou c'est quelqu'un du label qui me dit « Ah tiens, est-ce que ça t'intéresserait pour ce projet-là » on a pensé à toute une série de personnes et on a pensé que peut-être que toi, tu pourrais apporter quelque chose au travail qu'on fait. Ouais. Alors on se dit, OK, à quel moment est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il est plus à l'aise à s'enregistrer dans sa chambre tout seul? Okay. À ce moment-là, on se voit pour mixer. Ou est-ce que là, non, on va aller en studio, on va faire une session pendant une semaine, pendant quelques jours, et du coup, ce serait bien que tu viennes. Ouais. Donc tu es très ouvert un peu. Chaque projet pour toi est unique et tu n'as pas de façon de travailler en fait. Non. Ok. Non, il y a des circonstances dans lesquelles je suis moins à l'aise, mais je suis très clair. C'est ça, voilà. Moi, j'ai pas de filtre. Et maintenant, c'est-à-dire que si je suis pas à l'aise, tu le dis. Je vais pas te dire t'inquiète, je vais le faire. Je vais dire ouais, pas chaud. Je sais pas, c'est pas mon truc ou je le sens pas. Ouais. Je préfère l'honnêteté, ça paye toujours, je trouve. Donc, je préfère dire les choses directement et clairement. Et voilà, je suis pas trop à l'aise. Ce serait bien si on faisait une session ou alors sinon venez, on se retrouve et on fait les premiers ensemble et on trouve la couleur ensemble, quoi. En fait, au stade où tu en es maintenant, la façon de travailler, en général, c'est plutôt maintenant les maisons de disques et les managers qui viennent vers toi. Et tu vas pas chercher les gens, en fait. Les gens, c'est par tout le réseau que tu t'es fait au fur et à mesure des années et tout le travail que tu as fait jusque-là. J'ai cette chance, je crois. Il faut le dire, c'est incroyable. C'est ouais. Ça, okay. J'en suis assez conscient que c'est rare c'est très bien. Et je chéris cette position. Okay. Et donc, on en parlait un peu tout à l'heure. Donc, ta carrière s'est faite naturellement parce que voilà, grâce au Dada, tu as rencontré, j'imagine, des gens. Tu as vraiment senti est-ce qu'il y a eu des projets où tu as vraiment senti un avant et un après, où ça a changé un petit peu ta
ta carrière et ta façon de voir les choses un peu? Ou tout s'est fait naturellement? Ouais, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de recul par rapport à ça, parce que moi, je vois encore le chemin à parcourir. Ok. Pour moi, j'ai l'impression d'être qu'au début. D'accord. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des moments de pivot comme ça que je peux déjà cibler. Bon, il y en a quand même. Bon, d'avoir travaillé avec Damso, c'est quand même Ça a un changé. gros truc. Avant ça, franchement, toute cette équipe de Lasmala, de Kaba et Jean Jass, ça a été vraiment un changement de trajectoire vraiment incroyable. À un moment où je me sentais stagné, que eux viennent me chercher et disent « Ah tiens, viens, il y a des trucs à faire ». Ouais, ça c'était... ça a enclenché plein de choses derrière. Okay. Voilà, donc tous ces et dans ouais. ta vision aussi des choses, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que d'une certaine façon d'avoir après travaillé sur des projets qui ont bien fonctionné, ça t'a certaine façon enlevé peut-être ça t'a validé d'une certaine façon? Ça t'a aidé à prendre plus confiance en toi? Est-ce qu'il y a un aspect mental qui te penses est un peu important dans les métiers artistiques? Je crois que non, ça m'a pas donné plus confiance en moi. OK, Dans le sens où plus c'est gros, plus tu dois te remettre en question. OK. Parce que les gens avec qui tu bosses, ils ont des oreilles, tu peux pas les bluffer. Ouais. Et quand tu te plantes, bah, ils te le disent, tu vois. Ouais. Quand tu es à côté. C'est d'où l'intérêt de développer des relations où tu parles aux gens, où à chaque étape, tu remets en question et tu avances. Tu leur présentes pas un travail fini. Donc, c'est plaisant d'avoir des gens qui viennent te dire « Ah, j'ai écouté, ça m'a plu ». Mais je suis pas prêt, moi je suis trop dans ma grotte et dans mon truc, je vois que le chemin à parcourir encore. Quand tu as des disques d'or au mur, c'est cool. Ouais. Mais il faut pas se laisser... ça n'a jamais été l'objectif. Ouais. Et c'est pas ça qui fait que je vais me sentir à l'aise dans mes baskets. Ça n'a rien changé, en gros, tu as continué la trajectoire et... Ouais, parce qu'en fait, à chaque étape, il faut toujours se redépasser à chaque fois. Je pose la question parce que justement, ça démontre une forme d'état d'esprit et voilà. Parce que parfois, les gens, il y a une espèce de mythe, tu vois, et de côté un peu, on pense toujours que travailler avec des gens connus ou quoi que ce soit, tu dois avoir confiance en toi et ça doit mieux marcher. Mais en fait, tu as bossé beaucoup avant, il y a un état d'esprit qui va avec, et puis maintenant, tu continues sur ce chemin-là, quoi. En fait, tu dois avoir confiance en tes capacités, d'une certaine manière, mais tu dois pas arriver avec un excès de confiance en toi. C'est peut-être là où il y a une limite à mettre. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal d'artistes qui sont pleins de doutes et ils aiment bien avoir quelqu'un en face d'eux qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Voilà. Okay. Qui donne l'impression cette apparence de confiance. Ouais. Et c'est vrai que parfois, j'en désarçonne quelques-uns en les regardant, en disant j'ai fait un truc là, mais je suis pas sûr du tout. Voilà. Parce que je vais pas mentir, moi j'ai fait un truc, ça veut dire que j'ai fait un truc moi dans mon coin et que j'ai besoin que toi tu me dises maintenant ce que tu en penses. Et je vais le dire en disant je sais pas ce que j'ai fait. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai fait un truc que j'aime bien, mais j'ai besoin d'un retour, quoi. Okay. Et après, oui, c'est sûr d'avoir expérimenté plein de choses et d'avoir créé un environnement que je connais et que je maîtrise, ça me donne une confiance, pas une confiance en moi, mais une confiance dans le fait que je vais pouvoir donner aux gens l'outil dont ils ont besoin, en fait. C'est un sujet en fait, ça rejoint le sujet de l'attitude que tu as en session, en fait. C'est ça. La façon dont toi, en tant que personne, tu influences les personnes qui sont autour de toi dans la pièce, en fait. Et si toi, tu prends une place trop grande dans la pièce, un artiste qui doute un peu ou qui a l'habitude d'être tout seul et que d'un coup, il y a plusieurs personnes et tout, en fait, il peut se refermer. Si tu as des égos trop gros dans la pièce. Donc, le but, c'est, dans une session pour quelqu'un comme nous, c'est de savoir juger, ok, les égos, tiens, lui, ça fait 5 minutes, il dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis un peu en retrait. Comment on peut faire pour le ramener dans le groupe?
Là, il y en a un qui prend beaucoup de place. C'est pas forcément à moi de lui dire de se calmer. Ouais. Si tout le monde l'écoute, ok. Maintenant, si tu commences à sentir que les gens sont qu'il y a un déséquilibre dans l'énergie globale de la pièce, peut-être qu'il faut trouver un moyen subtil de réattirer l'attention sur d'autres personnes, peut-être. Okay. Tout en se disant que c'est pas à moi de donner le ton dans la session, en fait. Ouais. Voilà. Oui, souvent, c'est le travail plus d'un directeur artistique, un truc comme ça. Mais bon, il y a des fois, voilà. Les lignes sont très floues, les gens savent plus ce que c'est, en fait. Un directeur artistique, un producteur, un beatmaker, un ingé. Il n'y a plus forcément tous les postes pendant la session. Il y a des gens qui prennent plusieurs casquettes. Et avec le temps, en fait, comme tout le fonctionnement industriel qui existait dans la musique avant, c'est complètement évanoui. Ouais. En fait, les gens ne connaissent plus ces postes. Ouais. Tous les plus jeunes ne connaissent plus parce que ça fait depuis 2008-2010 que tout s'est effondré et que tout s'est renouvelé. Ils ne savent pas à quoi servent ces gens. Et il n'y a déjà plus personne pour remplir ces positions. Mais en plus, les gens ne comprennent pas trop. Et il leur faut pas mal d'expérience pour un moment, se rendre compte que, il y a vraiment un rôle, il y a une plus-value et ça fait avancer les choses d'avoir ces gens-là, en fait. Ouais. Tout à fait. Et le fait d'être ici, du coup, installé à Bruxelles, ça t'a permis de te retrouver dans une mouvance et dans un style qui a un peu explosé. Et toi, en plus, tu aimes bien avoir un contact avec les gens. Donc, du coup, est-ce que c'est cool, toi, d'être sur Bruxelles? Parce que parfois, on a le côté un peu Paris ou alors les États-Unis ou Londres. Toi, la position géographique, ça n'a jamais été un souci, justement, que du contraire, peut-être? Ça a été plus bénéfique parce que les Parisiens, ils aiment bien venir à Bruxelles. Ok. Ils aiment bien aller s'isoler à l'ICP. D'accord. Et faire des séminaires là. Et donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce studio qui m'appelle pour travailler sur des séminaires là. D'accord. Les labels aiment bien sortir les gens de leur environnement et les isoler là. Donc non, ça a été... Qu'est-ce que tu appelles un séminaire? Je ne vois pas de quoi il s'agit. Un séminaire, c'est comme une colonie. Ok. En fait, c'est un mode de fonctionnement qui est utilisé quand même depuis quelques années, dans le sens où c'est des musiques où tu peux faire beaucoup de choses avec un ordinateur. Ouais. Tu n'as pas besoin d'utiliser tout le studio pour installer une batterie ou un truc. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire venir plein de producteurs, plein de beatmakers et des musiciens, et les faire collaborer. En fait, tu crées une sorte de melting pot de créativité comme ça, où tu places tout le monde dans un environnement où ils ont tous leur poste de travail. Tu peux faire des duos, donc t'as des beatmakers et ils vont travailler avec, t'as un pianiste, un guitariste, des choses comme ça. Et tu crées comme ça tout un groupe de travail qui va être au service d'un artiste. L'artiste est là et puis il peut entendre ce que chacun fait. Il dira j'aime bien ça, on pourrait utiliser ça, on pourrait faire ça. J'avais ce morceau que j'avais fait, je voudrais changer des trucs, on refait. Et puis en direct, le morceau, on a la capacité d'enregistrer des voix, on peut faire des choses comme ça, et donc tu te mets un peu en immersion, et tu peux produire des quantités assez impressionnantes, parfois de musique, ou de bases de morceaux, ou des choses comme ça, en une semaine. Tu m'apprends un truc, parce que c'est quelque chose que je connaissais, ce principe dans les pays un peu anglo-saxons, où parfois ils ont même des buildings, tu vois, où ils font ce genre de trucs. Et justement, on en parlait avec André, c'est que en Europe, peut-être pas sur l'Angleterre, mais on voit pas fort ça dans les côtés un peu francophones. Je savais pas que ça existait en fait. Et en fait, c'est comme ça que dans tout ce qui est pop, rap, ça se fait beaucoup les collaborations. Et donc ça, c'est à l'initiative de maisons de disques alors, ou de labels, ou d'artistes? Très souvent, c'est un peu leur responsabilité de l'organiser. Après, où les managers, ils connaissent. C'est un milieu où tout le monde se connaît, donc tu as des affinités avec des personnes. Parfois, tu dis tiens, je voudrais faire des choses un peu différemment. Tu dis ok, je vais aller chercher un tel, mais tout le monde connaît tout le monde. Et puis toute la matière qui est faite là, chacun repart après pour des projets personnels, ou tiens, on va en faire un single. En général, c'est tout au service d'un artiste. Ok, donc tout le monde se réunit autour d'un artiste. Le but, c'est de travailler pour une personne. De dire ok, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as fait jusque-là,
sur quoi tu veux partir sur ton nouveau projet, c'est quoi la direction, dans quelle ambiance tu as envie d'être. Et on crée un truc où tout le monde se met dans cette ambiance-là et on crée. Et du coup, quand tu es dans un gros studio, en plus, tu peux installer plein de choses. C'est ça, tout le monde. Et tu peux faire jammer tout le monde. C'est ça, tout le monde gravite autour du truc, chacun se met dans son coin. Et toi, tu es un peu, quand tu vas t'occuper de ça à l'ICP, tu es un peu l'ingé son. Une sorte de concentrateur. Ouais, c'est ça. Attends, je reprends, hop, ça. C'est un peu le point de chute parce qu'à la fin du séminaire, tout le monde t'envoie tous les fichiers. Toi, tu as fait des sessions et tu livres ça à l'artiste et il a tous ces trucs. L'artiste qui est présent. Oui. Forcément. Le but, c'est d'être avec l'artiste. Tu fais pas, c'est du truc c'est sur mesure. C'est ça. Okay. C'est vraiment l'inverse du beatmaker qui envoie son pack d'instru. C'est ça. Et où tu choisis des choses dedans et ça marche. Mais après, tu dois reprendre les pistes, refaire des arrangements, des choses comme ça. Ouais. Là, l'inverse, le principe, c'est de faire vraiment du sur mesure le jour même et tu te donnes quelques jours pour le faire. Et après, ça peut très bien ressembler aussi à une session de studio, parce que tu as le studio à ta disposition. Oui, c'est ça. Si dans un délire, ils disent tiens, maintenant on veut faire une guitare. Moi, je mets des micros sur le piano, je mets des trucs, et voilà, comme ça, d'un coup, il manque quelque chose. Mais le piano, il est là, en fait. Donne-moi l'instru, tu as un casque, fais un vrai piano, on fait un truc. Et ça crée des nouvelles choses. Ça permet de faire l'hybride entre ce qui se passe dans l'ordinateur et rajouter des vraies sources. Même les synthés, les vrais, c'est quand même quelque chose. Et tu te retrouves, quand on faisait les sessions pour Calf, là, pour le coup, on était tous dans la régie et on était 10 à jammer, en fait. Okay. Donc on jamme, il y a tout qui est branché, et puis je mets des marqueurs, tous les endroits qui sont cool. T'as en général un ordi qui tourne avec la rythmique ou des choses comme ça. Ouais. Et moi, je vois la forme d'onde, je vois où sont les kicks, les trucs, puis je redécoupe des boucles. Okay. Et je fabrique les samples. Okay. Et après, les samples repartent chez les beatmakers. Chacun prend ça, ouais. Mais tu as pu faire des trucs où tu as le synthé Moog, tu as le piano, tu as une basse, tu as une guitare. Et c'est tout une matière qui a été créée organiquement. Tu as X mesures de ça. Et tu peux utiliser ça pour repartir dans ton ordinateur, pour retravailler, pour reprocesser. C'est marrant, c'est peut-être complètement con ce que je vais dire, mais ça me donne l'impression qu'à un moment, le rap, c'était devenu des gens tout seuls un peu dans leur chambre, puis après, c'est devenu un peu le truc, et tout ce qu'on faisait dans les années 60-70, enregistrer en groupe et aller dans les studios, machin, et j'ai l'impression que maintenant, ça redevient un peu comme les groupes, sauf là, c'est des artistes différents qui se mettent autour d'un artiste, mais qui se remettent tous ensemble pour refaire de la musique en studio. Ouais, je sais pas si on peut vraiment faire comme ça des phases. Après, c'est vrai que récemment, je trouve qu'il y a eu, après l'Ithopédion, l'ICP, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à y aller. Ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte que oui, il y a une collection de synthés, il y a une collection d'instruments incroyable. Bien sûr, Et oui, ça a recréé un intérêt pour ce genre de session. Je sais, moi, c'est ce que j'ai vu de mon point de vue. Ouais. Je sais pas, peut-être que ça se passait aussi ailleurs ou peut-être pas, je sais pas. Moi, j'ai pas de vision en dehors de mon petit cercle. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on a recréé ce truc. Peut-être qu'il y avait une tendance générale parce qu'à force de tous utiliser Omnisphere, de tous utiliser les mêmes sons, ça devient un truc où tu écoutes 50 ou 60 instrus et puis c'est le même kick, la même basse. Partout. C'est ça, oui. Là, c'est aussi Là, à un moment, il y a eu un outil, on s'est dit, OK, en fait, on peut faire des trucs, des nouvelles textures. Différents, ouais, c'est ça. En utilisant d'autres outils, en fait. Ouais. OK. Ouais. Je trouve ça génial. Mais je trouve que c'est un format qui permet aussi à plein de jeunes musiciens ou de jeunes beatmakers de venir se mêler à des gens plus expérimentés, d'apprendre et à voir et à entendre, pas dans sa chambre, mais dans un studio, sur les enceintes. OK, eux, ils font comme ça. Et, parce qu'ils ont tous une créativité, ils ont tous un truc. Peut-être qu'ils maîtrisent pas des aspects techniques, mais du coup, de venir se mélanger à d'autres, en fait, nous, on sait qu'ils sont créatifs, ils ont un truc, on va garder ce qu'ils font. Mais en plus, tout le monde progresse en même temps, quoi. Ouais, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis quand tu as passé 6 heures sur un morceau,
D'un coup, t'as un gars qui dit, oh, tiens, écoute ça. Tu dis, ah, t'as fait ça? Ok. Hop, ça redynamise. Tu peux repasser 4 heures sur un truc. Et après, tu dis, ah, bah, on va réécouter ce qu'on a fait. Et d'un coup, hop, t'as repris du recul. Au lieu de t'acharner une journée ou 2 jours sur un titre, en fait, t'as bossé sur 4 ou 5 titres pendant quelques heures. Et à chaque fois, t'as de nouveau les oreilles fraîches. Du coup, ton temps passé en studio, il est exploité de manière productive. Tu sens même pas la fatigue, en fait. Tu sens pas le temps passé parce que à chaque fois, tu redynamises le truc. C'est un mouvement perpétuel de créativité. Par contre, du coup, ça veut dire que tout ce qui est edit et montage, il faut aller très vite. Ça développe des nouvelles, des nouvelles compétences, des nouvelles demandes de job, avec des compétences spécifiques. Ça doit tracer, quoi. Ah bah ouais. J'ai eu le coup où t'as un musicien qui arrive qui a l'habitude de pouvoir s'entraîner pour jouer son truc et machin. Et il le joue, et pendant ce temps, je suis en train d'enregistrer, et je lui dis, non, c'est bon, hein. Il dit quoi? Non, j'ai pas joué. Si, là, t'as 4 mesures, je coupe, c'est bon, c'est fini. C'est ce qu'il me fallait. On passe à la suite. Parce que les idées suivantes, elles sont en train d'arriver, ça fuse, et tout doit tracer. Ouais. Ici, au niveau du studio, c'est entre vous trois, t'as pas la casquette et du manager de studio, et du mec qui fait, enfin, tu fais un petit peu tout toi-même, en fait. Ouais. Et ça va pour gérer toutes les casquettes en même temps. Il y a l'aspect technique, l'aspect... Ça va. C'est-à-dire que moi, je m'étais toujours juré de pas être manager d'un studio. Ouais. Le lieu qu'on a ici, en fait, il est pas ouvert au public. D'accord. Tu peux pas prendre rendez-vous pour une session. On fait pas ça, en fait. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Les gens avec qui on travaille, c'est souvent des gens qu'on connaît, ou c'est parce qu'il y a un projet qui commence ailleurs et puis on le termine ici, tu vois. Je dois manager moi. C'est déjà... Ça va? C'est compliqué des fois, voilà. Okay. En fait, ce qui est compliqué, c'est de devoir à la fois faire l'interface avec l'artiste et de parler de la passion de la musique et d'avoir cette bulle-là et de pas laisser le reste empiéter dessus. C'est-à-dire que derrière, c'est moi qui envoie une facture, c'est moi qui négocie un tarif. Ouais. Et je peux pas parler de ça avec un artiste. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une séparation, quoi. Ouais. Par contre, là, pour le coup, je porte les 2 casquettes. Ouais, et donc, il y a des discussions qu'il faut pas avoir quand tu es en session. Ah bah non. Quand tu passes la porte du studio, ne viens pas les factures et tout ça, on en parle une autre fois, quoi. Voilà. Donc, faut faire des séparations très claires, quoi. Ok. Et après, la gestion ici, au jour le jour du matériel, enfin du studio, elle est assez simple parce qu'on n'est que deux entités ou 3, on est 3 personnes à utiliser le studio, donc on s'appelle. On se dit j'ai besoin de tel jour, et puis vous organisez facilement. On se partage. Si je dis alors j'ai quand même du bol parce que mes camarades ils sont très très compréhensifs et ils me laissent beaucoup le champ libre. Okay. Donc eux ils arrangent beaucoup leurs agendas en fonction de moi. Ils viennent bosser le soir. Là je vais repartir en tournée sur l'été, donc ils vont avoir le champ libre pour le studio. Ok. Et on s'arrange, quoi. Tu fais quand même un petit peu de live alors maintenant Ouais, je fais qu'un seul artiste en live, c'est Damso. Ok. Voilà. Je fais pas plus parce que ça empiéterait trop. Il y a trop de croisements d'agenda. Difficile à gérer, ça, ouais, c'est encore plus compliqué. Je pense, ouais. Ok. Parce qu'un concert, c'est pas que le jour du concert, t'as du temps de transport. Quand tu pars à l'autre bout de la France, en fait, tu pars la veille, tu rentres le lendemain du concert. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Et des fois, c'est des cadres de tournée, donc là, tu es indisponible pendant des périodes ou tu essayes de quand même pouvoir quand même toujours être dispo. Ça rend les périodes plus compliquées. Après, il n'est pas du genre à enchaîner 8 dates d'affilée. D'accord. Donc, c'est juste qu'effectivement, par contre, à la fin de l'année dernière, on est parti de... C'était novembre-décembre. C'est pas des concerts tous les jours. Ouais. Mais à chaque fois, tu prends un peu un coup de fatigue quand tu reviens, donc ça t'immobilise quand même. C'est un rythme qui est différent, donc du coup, il faut gérer. Il faut bien préparer parce qu'en fait, les gens qui s'attendent à ce que tu sois tous les jours au studio, tu dois pouvoir leur dire, en fait, je suis pas là, donc l'export, je peux te le faire que dans 2 jours. Ouais. Tu vois, des choses comme ça, donc il faut un peu anticiper. C'est ça. Tu fais des exports des fois parce que tu sais qu'on va te les demander et tu les prépares, quoi.
Ok. Oui, et puis t'as pas d'assistant ici qui peut, pendant que t'es pas là, dire de ressortir un truc. Donc c'est toi qui gères tout. Donc voilà, faut bien Ouais. équilibrer, faut avoir. Alors, effectivement, ça c'est aussi un truc, c'est que j'ai pas d'assistant. Ouais. C'est pas faute de pas en vouloir un. Mhm. C'est que si j'en avais un, j'aimerais bien avoir assez de choses à lui donner à faire. Ouais. Pour qu'il passe pas son temps assis là. Parce que j'aime pas quand on me regarde travailler. Et que je suis tellement un peu contrôle fric, j'aime bien tout faire moi-même. Ouais, ouais. J'ai du mal à passer la main. D'accord. En fait, faudrait que j'ai du temps pour former quelqu'un. Ouais. Quand je suis arrivé au Dada, les 6 premiers mois, en vrai, je servais à rien. Hein. Donc, tu arrives dans un studio comme ça, avant de pouvoir vraiment faire le travail et connaître ce qu'il faut faire, bah, tu passes 6 mois, 1 an. Facilement, quoi. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu penses que tu sais, on te demande un truc et tu sais pas le faire. Okay. Et donc, c'est un truc en plus, tu dis, ah, ok, bon, je sais pas. C'est ça qui est ultra formateur. Et du coup, donc tu as fait une école et le Dada, ça a été un peu la continuité de ta formation. Et il y a des gens qui... Ça a été l'entièreté de ma formation. Parce que l'école, quand tu sors d'une école, t'es inutile. ok. Même quand tu as fait une école qui a des travaux pratiques Ouais. et que tu penses que tu sais faire des trucs, en vrai, tu n'as aucune expérience. Bien sûr. Tu sais tourner un bouton, mais en vrai, ton oreille, elle n'est pas formée. J'en ai vu des gens sortir de 5 ans d'école, tu leur donnes un 441, un 57, tu lui dis « je veux un 451 », ils savent pas ce que c'est. Ils vont dans l'armoire, ils sont là, je sais pas ce que c'est. Alors que tu as eu 5 ans pour regarder c'est quoi les micros, tu vois, mais non. Donc, quand tu sors d'une école, tu commences à zéro. Tu as l'avantage, c'est que tu sais brancher un câble. Voilà. Et voilà. Tu as 2-3 notions. Tu as des notions. Tu as des bagages, mais maintenant, il faut... Tu as des notions, mais tu n'as jamais... pas d'expérience, quoi. T'as jamais eu un quatuor devant toi et tu te dis, là, je vais faire un AB ou je vais faire un ORTF, je vais le mettre à telle distance. Non. Et tu as 5 minutes pour le faire, ou même tu as 0 minutes pour le faire. Parce qu'en fait, les gens, ils doivent enregistrer tout de suite. Quand l'orchestre, il s'assied et tu as 60 personnes, tu fais pas un soundcheck. Tu dois avoir l'expérience. Si tu vas dans un studio que tu connais pas, tu dois avoir quelqu'un dans le studio qui a l'expérience, qui peut te dire, dans cette salle-là, ça marche. Et quand tu as été au Dada, c'est surtout les patrons qui t'ont un peu guidé, aidé, ou c'est le fait de travailler avec les ingé-sons, tu as appris par toi-même? Il y a des mentors un peu dans le milieu qui t'ont aidé sur Bruxelles? Alors, ce qui est, je trouve, bon, Peter va pas être content, mais je trouve qu'il n'a pas du tout été un mentor. Ouais. Mais je trouve que ça a été un avantage. Ok. C'est-à-dire que non, ils m'ont jeté au loup. Ouais. Je devais ouvrir des sessions de trucs que j'avais jamais fait, bosser avec des musiciens dans des styles de musique que j'avais jamais fait, des gens qui parlent des langues que je ne comprends pas, et puis en fait, il y a personne dans le bâtiment. Ouais. Mais je trouve que ça a joué vraiment en ma faveur. Bah, c'est surtout, tu t'es accroché, tu le voulais, et tu étais motivé, et tu t'es intéressé. C'est des conditions d'apprentissage un peu rudes. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois te poser la question, tu t'assieds tout seul chez toi et tu te dis, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ouais. Et si tu le fais, t'as pas le choix, tu le fais à fond. Et tu vas le faire à fond pendant longtemps avant que ça apporte ses fruits. Il faut avoir vraiment de la patience. Mais c'est comme tous les gens qui montent une société. Moi, j'ai vu au bout de 10 ans, et je vois des gens que je connais qui ont monté des sociétés. Bah, tu commences avec rien, t'as pas de réseau, t'as pas de clients, t'as pas de trucs, et il faut 10 ans. Et au bout de 10 ans, tu commences à avoir un petit roulement et dire, ok, en fait, il y a des gens avec qui je bosse régulièrement, et tu commences à avoir un peu de recul sur comment ta trajectoire, elle se passe. Mais il faut 10 ans, quoi. Ouais. T'as pas débarqué, t'es pas arrivé, voilà, si maintenant on dit, ouais, tiens, voilà, il a travaillé avec tel ou tel artiste, c'est pas arrivé de nulle part, et voilà. Non, quoi. bah non. Bah non, parce que le truc, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, donc faut convaincre les gens. C'est-à-dire que tu convaincs les gens par la qualité de ton travail, peut-être par ton éthique de travail, peut-être. Je crois qu'au final, c'est le rendu de ton travail qui convainc les gens. Et je pense aussi quand même un peu ton attitude, je dirais, non? Parce que si t'es un connard, peut-être que personne n'aura envie de travailler avec toi.
Si t'es un connard, tu fatigues les gens. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de gens vachement sympas Ouais. et pas forcément très bons qui s'en sortent très bien aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait, le top, c'est les deux. C'est d'être quelqu'un de cool et de faire du bon taf, quoi. Ouais, je sais pas si je suis cool, mais j'espère que je fais du bon taf. Moi, je te trouve très cool. En tout cas, jusque-là, je te trouve très cool. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir... c'est sûr qu'il faut développer une certaine endurance, une certaine patience. La patience, je pense que c'est la base. Ouais, dans ce c'est qu'on fait. vraiment la clé du truc. Mais patience pendant la session, mais aussi patience par rapport à l'évolution d'une carrière ou d'une trajectoire personnelle. Ouais. Mais une vraie patience, c'est-à-dire que si tu te dis j'ai envie de faire ça, mais que la rivière elle t'amène là, faut te dire ok, mais je sais que dans 5 km, il y a un autre bras de rivière qui peut me ramener là. Okay. Et donc je vais faire ce chemin-là. Mais je sais que j'ai envie que le courant m'amène là, mais c'est peut-être dans 5 ans, quoi. C'est pas... Voilà. Et toi, là où t'en es maintenant, il y a un bras de rivière que t'aimerais bien prendre un moment pour aller vers quelque part d'autre? Je cherche le prochain. Ok. Je cherche le nouveau. Parce que là, bah, ça fait un cycle à peu près de 5 ans que j'ai changé. Et il faut se retrouver des nouveaux défis, des nouvelles musiques, des nouvelles personnes. Pour pas devenir ringard, quoi. Ouais. Pour pas s'encrouter. Le but, c'est quand même d'entretenir la passion qu'on a pour ce qu'on fait, quoi. Le plus important, c'est ça, c'est d'entretenir le feu et la passion qui fait que tu es capable d'endurer des conditions de travail qui, pour certaines personnes, paraissent très difficiles et pour toi, te paraissent normales, en fait. Ouais. Voilà. De l'Atmos, peut-être que dans 5 ans, je refais du film. Qui sait? Si l'opportunité se présente, je veux pas être pris de court. En fait. Bon ben, rendez-vous dans 5 ans. Hein. C'est ça, on en reparlera. On en reparlera. Est-ce qu'il y a, justement, quand tu as commencé un peu ta carrière, est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a dit, que tu t'es mis en tête, et puis après tu dis oui, mais en fait, ça c'est des mythes, ou c'est des trucs à un moment qui t'ont bloqué longtemps, et après tu as compris? Je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mythes sur les choses. Avant, on savait pas ce que les ingénieurs faisaient, en fait. Donc, tu allais dans un studio, tu voyais les gens travailler, t'appliquais, tu développais ton truc. Tu avais des ingés mythiques, tu vois, Brouwer, tu vois, des trucs de mix mythiques où tu dis, ok, comment il fait? Il a un secret. Mais les gars, c'était aussi surtout leur marketing, hein, d'avoir le secret. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaye de recréer ça, de réentretenir en reprenant des presets. Souvent à tort d'ingés américains qui bossent dans une langue qui sonne pas du tout pareil. Tu vois, quand tu vois toutes les techniques de rajouter des distorsions et des choses comme ça sur les voix, ça marche quand tu chantes comme Gunna, tu vois. Mais quand t'as Dahuzi, les transitoires de la voix, ça n'a rien à voir. Donc les DSR, les machins, non, on ne fait pas comme ça. Ça marche pas, tu vois. Je trouve que les mythes ils ont la vie trop longue. Voilà. Écoute, Et donc pour moi, franchement, j'essaie de mettre un point d'honneur à reprendre les choses de zéro, à utiliser quelques outils simples et à bien les maîtriser, plutôt que de partir dans des templates, dans des trucs. Parce qu'on fait croire aux gens qu'il y a des recettes. On fait croire aux gens qu'il y a des recettes dans le mix, on fait croire aux gens qu'il y a des recettes dans la composition, et qu'on peut faire une chanson en 1 heure, et ça m'horripile. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, ton cerveau ne sert à rien, tu vois, et que toi, tu as juste à faire comme ça, et que tu n'as pas besoin de réfléchir. Alors qu'en fait, le but quand même de se construire personnellement, c'est de réfléchir, tu vois, et de se dire, ah, j'ai fait ça moi-même. Voilà. Ok. Non, ça, je vois très bien. Si dans le futur, on va faire une séquence l'Académie du Gros Son où chaque semaine, tu viendras tuer un mythe. Yes. Ah, les Mythbusters, vas-y. On fait ça. Oui. Il y a juste quelques bases à connaître et de se dire, oui, tu branches pas ta guitare dans une entrée ligne. Pourquoi? Ah oui, ton câble, il est cassé, mais ne le jette pas. T'achètes un fer à souder, c'est pas compliqué. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ça fait pas rêver, tu vois. Ça met pas... Enfin, moi, ça me faisait briller parce que je suis un peu... mais c'est des choses tellement utiles et tellement basiques. Je trouve que c'est ça qu'il faudrait
développer et inculquer et proposer à tous les gens qui peuvent pas faire une école aujourd'hui, qui vont pas faire une école. Mais je regrette pas du tout. Hein. Avoir fait une école, pour moi, ça a été... en fait, ça a quand même été bien. Même si, en fait, moi, j'arrivais dans cette école en sachant ce que je voulais apprendre. Parce que j'enregistrais déjà des trucs et je connaissais mes lacunes. Parce que en fait, je me fabriquais mon matos et que je voulais mieux comprendre comment tout se branche les uns avec les autres. Mais je savais déjà où je voulais aller par rapport à pas mal d'autres gens qui étaient en même temps que moi, qui en fait, ils voulaient être musiciens, ils voulaient être producteurs, et ils voulaient juste réussir à s'enregistrer mieux. Et ils s'emmerdaient dans cette école. Tu leur faisais des cours d'acoustique, ça les intéressait pas. Donc non, l'école, elle a clairement un intérêt si tu sais en tirer parti. L'avantage quand tu es étudiant et que tu es dans une école, c'est qu'on te demande pas de faire autre chose en même temps. Tu es encore étudiant. Donc tu as tout le temps et tu rencontres plein d'autres gens que tu vas croiser après tout au long de ta carrière, qui vont peut-être faire d'autres tafs. Donc si ça se trouve, tu bosses aujourd'hui, tu as un pote qui premièrement il écoute une autre musique que toi, il joue un autre instrument, et toi tu veux partir du studio, il va faire de la sono, et peut-être que dans 10 ans, en fait il va t'appeler, et toi tu fais un peu de la sono, il dit « Ah mais en fait, tiens, j'ai un artiste, on va bosser avec lui ». Et donc c'est une opportunité incroyable quand tu es dans une école et que tu n'es qu'avec des gens qui vont faire ce genre de métier, tu restes en contact avec eux. En fait. Début de réseau. Ouais. Quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu es vraiment en autodidacte, eh ben, tu n'as pas accès à ça. Et les relations entre les gens, au final, c'est ça le plus important. Quoi. Oui, c'est un métier, oui. Tout tient dans les relations, en fait, enfin, dans l'humain, la relation. C'est sûr. À l'inverse, donc du coup, des mythes, mais à l'inverse, il y a des moments où des déclics qui se sont faits, aussi bien dans ta façon de travailler en général, mais même dans ton rapport avec la façon de bosser avec les artistes ou les directeurs artistiques. Est-ce qu'il y a un moment, c'est une évolution où le fait d'être au Dada et d'avoir pu observer comment ça se passait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, où il y a vraiment eu des déclics, il y a des moments où tu as mieux compris ta place ou comment faire les choses pour bien faire les choses. En termes de gestion de session, le fait d'avoir été dans une structure commerciale, où tu es ingé, où tu es un technicien, je trouve que ça te remet bien à une place très spécifique en session, où tu comprends très vite que tu dois être à l'écoute des gens. Si toi, à un moment, tu te lèves et tu dis « maintenant, il faut faire ça en général, ça se passe pas très bien, tu vois. Sauf si c'est avec des gens qui te demandent de le faire, tu vois. Ou qui ont besoin d'être drivés, des gens qui ont peu d'expérience de studio et tu dois, toi, donner une dynamique dans la session pour que les choses se fassent. Le reste du temps, tu es à un poste charnière où tu dois maîtriser des aspects techniques, mais c'est pas toi qui... Et régulièrement, tu as une petite piqûre de rappel où tu te dis non, tais-toi. Tu te le dis dans ta tête, tu vois. Est-ce que tu prends un petit excès de confiance ou à un moment t'es bien? Il faut faire très attention. Faut faire très attention à garder son ego un peu en check, quoi. Parce que en fait, tu peux vite changer la vibe d'une session. Et après, ça peut jouer quand tu es trop neutre, les gens ils ont l'impression que tu te fais chier aussi. Donc, il faut un peu savoir juger entre les deux. Mais ma place, c'est d'être neutre. La question qui me tue à chaque fois, c'est quand on me demande si j'aime bien ce qu'on fait. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, mon travail, c'est d'aimer ce que je fais. Je suis pas le producteur qui va te dire non, tu fais fausse voix. Non, moi, mon travail, c'est de te faire confiance à toi. Tu es l'artiste, tu as la vision, je te suis jusqu'au bout. Les gens avec qui je bosse aujourd'hui, c'est ce genre de personnes où tu peux bosser 2-3 heures, tu sais pas où ils vont en venir, en fait. Et au fond de toi, tu te dis j'aime pas trop ça. C'est pas terrible. Et tu dois te redire non, c'est pas à toi de dire ça. Va jusqu'au bout. Surtout, tes goûts musicaux et tout, tu mets tout ça à la trappe, parce qu'après l'album il sort, tu te rends compte que le morceau que t'aimais pas, c'est celui que le plus de gens écoutent. Tu dis en fait, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Donc fais confiance à la vision de l'artiste. Lui, il a son public, et son public le suit parce que à cause de ce qu'il fait. Donc voilà. Donc tu as régulièrement des petits piqûres de rappel comme ça, de se dire suis les gens jusqu'au bout.
Et ça a été, quelques déclics, typiquement des sessions avec Damso, quoi. Hein, Ah ouais? où tu vas loin, loin, loin dans la nuit, et puis à la fin, tu dis, ok, j'ai capté. Ok. J'ai capté. Et voilà. Et après, des déclics dans mes méthodes de travail, Ouais. j'avais, par exemple, on avait fait des sessions d'orchestre, de musique de film. Et puis j'avais vu le gars qui avait enregistré la musique de James Bond, qui venait de Air Studio. Il a enregistré la machine de guerre. Toutes les tranches de la console étaient prises, tout d'un micro, partout, dans tous les sens. On enregistrait 68 canaux en même temps. À une époque où les ordis, c'était un peu... tous les disques durs qui faisaient du bruit, t'entendais bip bip partout. Et tu dis, waouh, tu sors, t'as perdu 3 litres d'eau. Et bon, ça sonne bien, ouais. Puis après, t'en as un autre qui arrive, tu mets 3 micros, tu ouvres le truc, tu fais, waouh, j'aime bien ça, c'est cool. Tu vois. Et ouais, il a rajouté des appoints, mais tout tient en 24 pistes, tout l'orchestre. Et tout est... Il y a une méthodologie à ça, il y a... Et là, tu dis non, en fait, c'est bon. Ça, c'est plus gérable. Ouais. Il y a un procédé qui est simple, qui a du sens, où tout se remet... Et c'est facile à mettre en œuvre partout. Ça a été aussi un déclic. Un déclic, ouais. Où tu te dis, en fait, je vais plus travailler la position de ces 3 micros, parce que ton arbre d'écart t'écarte de 10 cm de plus, c'est pas pareil. Ton micro au milieu, tu l'avances, tu le recules, c'est pas pareil. La hauteur, c'est pas pareil. Tu te dis, ok, on fait une musique de film tous les mois. Le setup, il est bien, mais à chaque session, je vais le remodifier un petit peu. Et j'ai en tête comment c'était avant. Donc si c'est moins bien, j'ai changé un seul paramètre à chaque fois. Et donc si là, j'aime pas, je sais, c'est ça. Je prends 30 secondes, je vais bouger le micro, je le remets. Et je ne fais pas perdre du temps aux gens. La session d'après, je rechange un autre paramètre. Voilà. Et tu as des fois, tu vois des gens bosser. Et tu dis, en fait, il n'a rien mis. Il n'a rien fait. Comment il a fait? Et ça, pour moi, c'est les meilleurs déclics. Quand tu t'es touché, tu dis, ah, telle machine, tel truc. Et puis, t'as un gars qui arrive après. Tu dis, bon, ok. Je me suis peut-être un peu trop embarqué, quoi. Cool. Quand tu mixes, ben voilà, ici je vois il y a un setup un peu classique, je vois un beau Pro Tools, donc ça me parle, je vois un peu de machine, puis je vois du hardware, donc ça se passe comment quand tu mixes? Tu t'es full in the box, je vois il y a un peu de machine, elles servent à quelque chose, ou c'est là pour faire joli? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont là pour remplir les trous. Après, non, j'ai trié. J'ai une série de machines que j'aime bien utiliser sur tous mes mix. Donc moi, j'ai une approche hybride. D'accord. Pas systématique. Il y a des sessions, en fait, par exemple, quand je suis en session d'enregistrement et que tout est in the box et que je laisse pas les gens partir avec un prémix tout moyen, tout flingué. Donc, ils partent en général avec un prémix qui est bien. Et si on me demande juste de terminer, je vais pas forcément réinventer la roue, recommencer ou... Non, si le truc, il est comme on veut, peut-être que je rajoute quelques éléments, je me dis, ok, je peux rajouter des trucs, mais je vais pas me forcer à le faire. Par contre, il y a certains trucs que j'ai trouvé que ça me permettait d'arriver plus vite à ce que j'avais en tête. D'accord. Donc, dans le mix hybride, j'ai deux sommateurs différents que je teste en fonction des couleurs, j'ai quelques inserts externes. Quelle est ton expérience avec les sommateurs? Il y a des gens qui disent c'est cool, il y a des gens qui disent ça sert à rien, et je sais que tu as testé un peu, on en a un peu parlé. Donc le grand problème de ce genre de sommateur, c'est qu'en fait, c'est un gouffre infini. En fait, premier coup, j'ai installé un sommateur, j'avais mon interface Pro Tools standard. Et puis on testait, et puis on se disait, ça change, mais c'est pas... Le gain est pas... Enfin, ce qu'on y gagne n'est pas... Voilà, c'est pas incroyable. Puis en fait, tu te rends compte que, en fait, tu utilises 16 convertisseurs pour sortir, et puis un autre convertisseur. À chaque fois que tu convertis, c'est des musiques où tu as besoin que les transitoires restent très nets. On n'est pas en train de chercher forcément une saturation qui arrondit les trucs. Tout doit vraiment rester très, très net. Très défini, La stéréo doit rester très, très large. Et en fait, le point faible de ces choses-là, même un insert sur le master, c'est la conversion.
Donc là, tu es parti pour une quête de quel convertisseur te plaît. Alors tu changes, tu dis ah ouais, c'est mieux, ok. Et du coup, tu finis avec une série de convertisseurs, puis tu dis ah bah, peut-être que je vais changer la cloque. Ouais. Et donc ouais, à chaque fois. Et du coup, là, je sentais que ça avait du sens. Ça commençait à avoir du sens pour moi de le faire. C'est pas juste de travailler avec un sommateur, c'est pas forcément magique. Il faut que toute la chaîne soit... Ah non, c'est pas du tout magique parce que dès que tu sors de ta machine, tu commences par casser des choses. C'est ça. Et donc il faut que ce que tu gagnes soit supérieur à ce que tu as cassé, quoi. D'office. En gros. Ok. Et donc là, tu as trouvé un setup là qui te convient. Tu disais que tu avais 2 sommateurs. Tu travailles avec quoi alors maintenant? Ouais. Pas la chaîne en fait. Ça ressemble à quoi ta chaîne? Alors la chaîne, c'est des convertisseurs SPL pour sortir, le SPL Madison. Ok. Et je rentre, j'ai un Dangerous Two-Bus et le nouveau, le petit Rupert Neve Design, le Orbit. D'accord. Voilà. Alors le Dangerous, il a un son assez neutre, il arrondit un peu le son, et l'Orbit, il a un truc où ça te remet un peu des aigus. Ok. Et pour retourner dans Pro Tools, j'ai des prismes. Ok. Et tout ça synchronisé, tu disais, par une cloque Une cloque Grimm Audio, ouais. Ok, ça, je ne connais pas, mais c'est sûrement... C'était... voilà, tu avais les gars qui partaient vers les cloques atomiques, là, les Antelope, et maintenant Mutec qui fait une cloque à 10 GHz, là, ou 10 MHz. Et à côté, tu avais tout le monde qui parlait de la Grimm. D'accord. Je l'ai pris en essai, et quand je l'ai branché, j'ai senti que tout se passait mieux. Ok, ça se passe en termes de définition, de spatialisation, de comment les sons sont retranscrits. Ouais, franchement, la dynamique change. Okay. Je faisais des blind tests, j'avais un pote qui était très sceptique par rapport à ça. Du coup, en fait, j'avais ma session de mix, je la rouvrais, exactement la même, je change le setting et je reprinte le mix. Et après, je lui envoie A et B. Ouais. Et puis il me dit, est-ce que t'entends? Je lui dis, t'entends une différence? Voilà, et il me dit, ah ouais, ça c'est mieux. Okay. Je dis, j'ai juste changé la cloque. Il me dit, ah merde. Ok, sérieux? Ok. Et après, tu pars dans des délires, tu pars loin parce que quand j'ai installé le prisme, j'avais des convertisseurs Weiss vachement bien de 1997. Je me dis à un moment, peut-être prendre un backup plus récent. Le prisme, il n'est pas vraiment plus récent, mais il est peut-être plus fiable. Le Dangerous a 2 sorties, donc je branche dans le Weiss et dans le prisme pour me dire, ben, je peux pas changer, j'ai des mix en cours, donc je peux pas envoyer un autre son aux gens. Je compare, mais tiens, le son est un peu bizarre. Et puis je me rends compte qu'en fait, j'ai des câbles différents. Et donc tu arrives à un point où tu te dis, ah, j'ai changé les câbles et ça sonnait comme je voulais. Je suis vraiment parti dans un truc. Ok. C'est chiant. Parce qu'en fait, quand tu as entendu la différence, tu te dis, bah, j'ai envie de rester là-dedans, quoi. Et cette différence, tu arriveras à la quantifier en pourcentage de mieux? Tu trouves que c'est jour et la nuit ou c'est... Non, c'est pas jour et la nuit. C'est les quelques petits pourcents, c'est ça. 5% de plus. En fait, c'est peut-être le temps que ça me fait gagner. Plutôt que de me battre pour trouver la texture des aigus que je veux, la dynamique que je veux, où je peux y arriver, mais je vais me bagarrer un peu. Et là, en fait, c'est plus facile. Ok. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Okay. Mais c'est pas du tout automatique. Des fois, je me dis c'est bizarre, je remets tout dans Pro Tools et ça sonne mieux. Ah ouais, ok. Ça m'arrive. Rester en interne, enfin in the box. Ça dépend vraiment des projets. Le moteur audio de Pro Tools, maintenant, il sonne quand même. C'est dur de le mettre en défaut quand même. C'est vrai. Ok. Et donc ça, c'est pour l'aspect sommation. Et il y a d'autres hardware que tu utilises dans ton setup un peu hybride? Alors j'ai un insert sur mon master qui est c'est un Fusion SSL et le Wes Audio, le petit compresseur SSL qu'ils font. Voilà. Je l'ai testé celui-là parce qu'il est contrôlé par un plugin. Moi, je bosse sur beaucoup de morceaux sur la même journée. J'imagine, Donc, je veux surtout pas faire des recalls. Je veux pas avoir à remettre un bouton en place sur une machine. Du coup, tous les trucs que j'utilise, soit j'y touche pas, soit ils sont télécommandés par ma session. C'est ça. Et donc, quand tu touches pas, par exemple, tu as un compresseur, il est réglé et tu vas juste changer le volume avec lequel tu vas l'attaquer pour que ça travaille juste comme tu veux. Donc tu touches jamais... En fait, ton hardware est là. Soit tu y touches pas, soit c'est dans la session. Le Fusion, j'ai mon réglage. Soit je le mets ou je le mets pas. En fait, c'est un petit truc, mais moi j'aime bien.
J'ai le Overstayer, le Master and Servant, c'est une saturation un peu type bande. Oui. Pareil, j'ai trouvé un réglage que j'aime bien. J'y touche jamais. Ok. J'ai des chorus, des Dimension D. De toute façon, il y a un seul réglage, donc problème Ok, réglé. ouais, oui, je vois. La Bricasti, j'aime beaucoup. Et il y a un plugin qui est la télécommande en Ok. MIDI. Donc, quand j'ouvre ma session, elle se Bam. remet. Et j'ai West Audio, ils font des petits 1176 aussi, Ouais. en série 500, qui sont aussi télécommandés. J'utilise en parallèle sur les voix. D'accord. Donc ceux-là, je peux changer les réglages et dès que j'ouvre la session, ils se remettent. Bam, automatiquement. Voilà. Donc c'est hybride, Donc, mais avec tout l'avantage du Ah ouais, du non, monde parce digital. que Et je tu comprends, peux parce pas. que si tu travailles sur plein de projets en même temps, tu peux pas à chaque fois Bah là, je suis en t'amuser, train de masteriser un projet que j'ai mixé. Et il y a plein de trucs où je me dis, en fait, je vais retoucher le mix. Ah oui. Donc, dans l'après-midi, je vais rouvrir 8, 10 morceaux, 15 morceaux sur une journée. À la fin de la journée, si tu dois penser à chaque fois à remettre ton truc, ressortir tes notes, tu as perdu des heures de travail sur la journée. Donc, Et tu risques de te planter en plus. et en plus, tu vas oublier, ouais, c'est ouais, sûr. ouais. Tu vas oublier des choses. Ok, et ça, l'insert, là, tu le fais comment alors dans Pro Tools en termes d'interface? Bah là, pour le coup, j'ai des interfaces à vide. D'accord. Parce que l'avantage de Pro Tools, quand tu utilises leurs interfaces, c'est que la latence, elle est toujours compensée D'accord. de la même façon. Par rapport à si tu utilises d'autres interfaces, où en fonction de la fréquence d'échantillonnage, les délais changent et tout. Ouais. Comme c'est quasiment que des trucs que j'utilise en parallèle, j'ai besoin d'être sûr que c'est toujours en phase parfaitement. Ouais. Et donc, Oui, surtout si donc tu as là, cette notion de son, tout doit être précis, ouvert, machin. bah, Si quand tu tu fais une commences à compression avoir... parallèle et que tu as un sample de décalage avec C'est ton l'enfer, compresseur, ouais, tu as ouais, tout qui se casse la gueule, donc Ouais. ça marche pas. Du coup, là, j'ai je peux faire 30 canaux d'insert hardware. T'as de quoi faire. Tu peux même encore acheter quelques machines alors. Si J'ai un peu de place, mais je suis arrivé à un stade où c'est assez de trucs à gérer. Ouais, c'est bien. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais il faut que ça serve vraiment à quelque chose. Bien sûr, ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu es toujours sur Pro Tools alors. Ouais. Parce que c'est pas l'outil. Mais toi, comme tu fais principalement de l'enregistrement et du mix, c'est pas tellement de prod. Pro Tools, ça reste cool, quoi. Pour moi, c'est l'outil de choix. Ouais. Franchement. Parce que c'est celui où je suis le plus efficace. J'ai appris là-dessus. Et quand je compare à d'autres outils, je trouve que moi, mon travail, c'est de faire du montage. D'enregistrer plein de pistes, de déplacer des blocs de pistes, tout doit rester ensemble. Et pour moi, le plus rapide pour faire ça, ça reste Pro Tools. Ouais. C'est sûr que j'essaye pas de faire des pistes MIDI. Ouais. Même si on me dit que ça s'est amélioré, Ouais. non, je fais pas ça. Ok. Voilà. Mais quand je vois mes potes qui utilisent Logic, si tu zoomes sur une forme d'onde sur Logic, tu vois un escalier de Oui, trucs. ça ressemble à rien, on est d'accord. Tu peux pas faire du montage précis. Non. Quand tu récupères des pistes de Logic, tu vois les mecs, ils ont fait des fades, il y a des respirations qui sont coupées, des trucs. En fait, tu vois rien. Ouais. Voilà. Ableton, tu peux faire plus de choses, mais je trouve qu'il a vraiment un son, Ableton, et pour moi, c'est pas un outil pour mixer. C'est un outil incroyable pour composer. On l'utilise en live pour jouer des séquences et tout. C'est vachement bien pour ça. Mais non, en studio, non, mais je te rejoins complètement. c'est pas mon truc. On en parlait avec André il n'y a pas longtemps parce qu'on a fait on commence à faire des petits cours sur Pro Tools et Logic. Et oui, effectivement, on s'est dit, il y a aussi, même dans Logic, il y a un son un peu. Il y a un son vraiment dans Logic. À Logic, aussi, ouais. Et puis oui, c'est forme d'onde. Ouais. Voilà. Enfin, il y a des choses qui sont bien. Hein. Après, il y a des trucs qui sont vraiment chouettes. Alors, Pro Tools, ça reste quand même fort complet et fort chirurgical et précis, quoi. Pour faire du travail sur des fichiers audio, pour moi, ça reste le meilleur outil. Même si on déteste tous Pro Tools, et on déteste parce que ça, quand même, de temps en temps, ça plante, il y a des trucs, ça fait pas ce que tu veux, c'est un peu capricieux, mais ça reste quand même la référence. Le plus puissant pour moi. Ce genre, voilà. Ouais. Mais par contre, la différence de son, c'est piégeant, parce que quand les mecs prod sur Logic, tu récupères les pistes, ça sonne plus pareil, quoi. Et alors, Fruity Loops, c'est encore pire, quoi. C'est vrai? Bah ouais, moi, tous les beatmakers avec qui je bosse, c'est FL Studio. Ok. En fait. Et il y a vraiment un son dans FL Studio. Et du coup, ouais, de toute façon, les prods viennent de là, donc parce que eux, à mon avis, même l'oreille s'habitue quelque part à ce son. Ouais. Et surtout quand ça va dans le rouge. Ah ouais. Parce que ça va toujours dans le rouge. Ok. Et tu récupères les exports, ils sont saturés, mais ça a le son de FL Studio. Et quand tu remets ça dans Pro Tools, c'est là, oh.
Tu dois un peu bosser pour... Et tu es obligé de faire avec parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent d'une certaine façon. Le truc, c'est que les pistes en soi ne saturent pas, mais eux, leur sortie, ils saturaient. Ouais. Et l'export que l'artiste a entendu et sur lequel il a enregistré sa chanson, il est saturé. Ouais. Et donc, c'est le son du truc. Ouais. Donc, c'est le challenge de retrouver cette sensation, en fait, cette sensation sonore pour... parce que c'est vraiment très important, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on a beaucoup parlé matos. Donc, je vois que tu aimes le matériel et tu aimes tester et voir les choses qui font vraiment un truc. Et tu penses que pour toi, à quel point c'est important dans le travail que toi tu fais, le matos, c'est indispensable? C'est quelque chose qui est... c'est important, d'une certaine façon, pour toi? C'est pas indispensable. Non. Ok. Non. Pour moi, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir faire confiance à ce que j'entends. Ouais. Donc, un contrôleur de monitoring qui est clean, des enceintes auxquelles je fais confiance, où je sais ce qui se passe. Okay. Pas forcément des trucs, ça n'a pas besoin des trucs incroyables, mais il faut quand même un environnement où tu sais ce qui se passe. Ok. Et après, le reste, c'est du bonus. Ok. Oui, je vais pas te dire enfin, moi, il y a une plus-value, parce que les machines, je les ai intégrées dans mon setup, ça fait partie de mon son, et ça apporte un truc que j'aime. Je pourrais m'embêter à trouver un équivalent, mais je les utilise. C'est ça. Ouais. Mais je veux dire, si on est en plein dans cette... ça fait quelques années qu'on se dit, tiens, voilà, le matos se développe, les gens font beaucoup de taf chez eux. Tantôt, tu disais, voilà, si un artiste se sent à l'aise pour enregistrer chez lui, ben voilà. Mais du coup, s'il n'utilise pas un micro que toi, t'aimes bien, ou un truc ultra cher, s'il a un truc correct et que du coup, l'aspect artistique est bien, c'est bon ou ça t'embête? Non, tu arrives à vraiment des très bons résultats dans des conditions parfois très moyennes. Ouais. Il y a des limites quand même. Ok. Voilà. La carte son cheap et le micro cheap dans une pièce pas trop traitée, bah tu te heurtes vite à la limite de ce que tu peux faire, quoi. Ça, c'est clair. Quelqu'un chez lui, je conseillerais quand même de faire au maximum pour traiter la pièce dans laquelle tu es, parce que tu peux pas enlever ce qui est arrivé dans le micro, quoi. Et ça vaut le coup de se prendre un peu la tête pour avoir un micro bien et un bon préampli et une carte son quand même pas mal. Ouais. De toute façon, toi, ça t'arrive peut-être pas trop, parce que maintenant, comme toi, tu aimes bien être impliqué dans le processus. Enfin, je sais pas si si ça t'arrive malgré tout de recevoir quand même beaucoup de choses que des gens ont enregistrées chez eux, et si tu vois qu'il y a enfin, si tu vois que les gens vont de plus en plus chez eux, si tu vois que c'est quelque chose qui est en train de se banaliser, entre guillemets. Ah si, c'est très très courant. Moi, je demande quand même les gens ce qu'ils me disent, ce qu'ils utilisent, quoi. Enfin, je demande à savoir ce que les gens utilisent. Ouais, et puis tu l'entends de toute façon. Et quand c'est la cata, ça arrive, hein, et tu te dis... Mais c'est pas forcément même le matos qui est en jeu, parce que tu peux avoir enregistré avec le même micro et la même carte son, mais tu as mis le micro ailleurs dans la pièce et d'un coup, c'est la cata. Ou tu t'es mal mis par rapport au micro, tu as pris une mauvaise position. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui font vraiment une différence. L'antipop était pas bien, ou l'antipop, t'entends le souffle qui passe au travers. Donc, ça te change, tout est P, tout est F. Parce que tu as un antipop qui est pas dingue. Bah ouais, ça change tout le résultat final. Ok. Donc tu te retrouves des fois à faire un peu de sauvetage alors du coup dans ces moments-là. Donc le matos, c'est pas indispensable, mais il y a un minimum quand même, quoi. Tout ce que tu enregistres, faut le soigner. Le plus possible. Pour mixer, il y a des outils fabuleux. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter un fusion ou un compresseur, mais que t'as pas des convertisseurs incroyables, pour moi, c'est pas la peine. Faut que la chaîne soit cohérente. Voilà, il n'y a pas de cohérence. Mets ton argent dans une bonne paire d'enceintes, ou si tu n'as pas pu traiter correctement ta pièce, dans ton traitement, ou peut-être dans un casque, ou voilà. Ok, très bien. Tant qu'on est un peu sur le matos, il y a... ça, j'ai une question que j'aime bien poser de temps en temps. C'est quoi un peu ton top 3, si tu as ton top 3 hardware et top 3 plugins que tu kiffes absolument, s'il y en a, ou éventuellement si récemment tu es tombé sur du matos, un nouveau plugin ou un truc que tu as vraiment kiffé, ou pas, ou si rien n'est neuf sous le soleil et que tout va bien. Non, il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent, mais depuis quelques années, il y a
y a quand même vachement moins de nouveautés qui me révolutionnent le son, je trouve. Ok. C'est que du ressassé de choses existantes. Des nouveaux clones, des nouveaux trucs. Il n'y a pas de réelle innovation, je trouve. On ressort un peu sous une autre forme, les mêmes recettes. J'ai pas vraiment vu d'innovation révolutionnaire. Et toi, c'est quoi alors ton top 3 des plugins que tu utilises genre tout le temps? Ouais, le BF76 de Pro Tools, le compresseur de Pro Tools. D'accord, ok. Je l'utilise sur toutes mes voix. Ok. J'ai un 1176, un vrai, mais je trouve que sur des voix rappées où tu as beaucoup de transitoires, si tu compresses à la prise, tu peux vraiment changer la position de la voix dans le mix trop tôt, en fait. Et le 1176, c'est vrai, c'est comme une sorte de... Je le vois comme une sorte d'élastique où la voix joue dedans. Et en fait, en changeant l'attaque et le release, tu peux ramener ta voix plus devant ou plus en arrière. Et celui-là, j'ai trop l'habitude de l'utiliser, donc vraiment, il est très clean. Il a beaucoup moins de distorsion que celui de Waves ou quoi. Et je trouve que c'est vraiment... Je le préfère. Les Q de Pro Tools. Et en channel strip, le Metricalo, le channel strip de Metricalo, je trouvais vachement bien. Voilà. C'est pas obligatoire, mais je trouve que l'égaliseur est très puissant dedans. Tu fais 1 ou 2 dB et tu as le son qui te vient dans la figure et j'aime bien. C'est cool parce que ça montre qu'il n'y a rien de voilà, et ça rejoint un peu le côté, c'est surtout ce que la personne en fait qui compte, parce que là, dans les deux, en fait, il y en a deux de base qui est fourni avec le programme. L'EQ de Pro Tools, je m'en sers tout le temps aussi, c'est un des EQ que j'utilise le plus. Bah, moi, je le trouve, si j'ai besoin d'un truc plus clean, je prends celui de Flux, le épure. Parce que je l'ai comparé à l'époque où je voulais m'acheter un JML. J'ai comparé et franchement, bah, j'ai trouvé les mêmes sensations sonores que le GML, donc j'aime beaucoup ce truc-là. J'ai une petite allergie au FabFilter, que personnellement je n'aime pas du tout, par rapport à comparer à plein de gens qui ne font que les louanges de ce truc. Je l'utilise pour l'analyseur qui est dedans. Quand je vois vraiment chercher un truc, je le mets parce qu'effectivement ça va vite. On voit bien ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe et tout. Et en fait, quand les gens sont à côté de moi, ils ont l'habitude de l'utiliser. Du coup, je le mets comme ça, ils peuvent me dire ce qu'ils entendent et voilà. Mais je trouve que tu finis vite avec plein de trous. Tu fais des petites corrections, même 1 dB par-ci, par-là. À la fin du mix, tu l'enlèves, le truc, ça sonne mieux, je trouve. Donc voilà. Donc, ça, c'est mon petit truc perso que j'aime pas. C'est bien, faut le dire. Voilà. Et sinon, en hardware, non, j'ai pas de truc favori, franchement, je fais avec ce que j'ai, quoi. C'est ça. Là, comme on disait, la sommation, ça apporte un truc en plus, mais si tu dois vivre sans, tu pourrais vivre sans. Il n'y a pas de truc. Je pourrais vivre sans. Tu disais récemment, j'ai fait des projets récemment où en fait, il fallait que l'ingé avec qui je bossais, puisse refaire tous les stems en live, refaire toutes les versions playback et tout. Donc on s'est dit, on fait tout in the box, on regarde nos listes de plugins, on fait tout avec des trucs qu'on a tous les deux, et on a fait le projet. Et j'ai pas utilisé mes machines, j'ai pas utilisé mes trucs. Ça m'a un peu frustré par moment, parce que mes machines, c'est des sortes de raccourcis pour aller vers là où je veux. Donc je dois trouver d'autres choses. Il y a des bouts de ton son qui sont déjà tout faits dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Je le mets dès le départ, je mixe dedans, je le rajoute pas à la fin. Donc, et donc ça m'amène un peu plus vite vers là où je veux. Certains plugins aussi qui font partie de mon son, mais les machines, non. Mais t'es arrivé au résultat que tu voulais parce que tu savais ce que tu voulais et tu y es arrivé. Donc ça rejoint un peu l'idée que le matos c'est important, mais le fait de bien l'entendre et surtout de toi savoir ce que tu veux et comment y arriver, c'est quand même ça qui reste le plus important, quoi. Après, quand tu dois enregistrer plein de trucs, là, faut soigner. Il faut des bonnes DI, des bons préamplis, des bons... un environnement le plus pro possible, évidemment, ça facilite le travail. Grandement. Grandement. Ça rend ça le change processus transparent, tout le mix après est mieux si tu as fait un enregistrement correct. Et ça va pour des DI sur des synthés aussi. Hein. Ça va sur... des guitares, il y a plein de gens qui enregistrent des guitares en DI, t'as un peu de buzz, ça te pourrit, quoi. Donc, il faut faire vraiment attention à ça.
Ouais. Ça t'arrive de mixer au casque ou tu es toujours sur tes enceintes? C'est vraiment, tu les connais super bien? Ou comme des fois tu vas dans d'autres studios, bah, du coup tu t'es un peu habitué à changer d'environnement? Ouais, je vérifie des fois des choses au casque, mais Ok. je me suis jamais habitué à mixer avec. D'accord. Je travaille sur cet aspect. Ok. Mais non, j'ai pas trouvé d'outils auxquels je m'habituais vraiment. Parce que c'est tout un jeu de développer l'outil petit à petit, de s'habituer. Dès que tu Mhm. changes un paramètre, tu changes tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout le délire que j'ai là de machin, de conversion et de sommateur, ça se passe sur des années, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu prends un sommateur, t'explores le truc pendant quelques mois, puis tu rajoutes un truc. Et le casque, c'est pareil. J'ai pas encore trouvé de casque où j'écoute. Il y avait un casque que j'écoutais tout le temps, c'était mon casque Bose à réduction de bruit, Mhm. parce que je l'utilisais en déplacement. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai commencé des mix avec ce casque-là. Ok. Et j'avais de très bons résultats. Mais je terminais sur mes enceintes. C'est ça. Et je fais tout sur mes enceintes. Et comme tu n'as pas une carrière forcément de mix en live, tu n'es pas forcément beaucoup en déplacement, tu as accès en général au studio et le problème, c'est pas que tu vas partir 3 mois en tournée, qu'à un moment on va te dire tu saurais nous envoyer une retouche du Ouais, truc, non, et non, non. donc tu n'as pas besoin vraiment de... Non, j'ai un environnement que j'essaye de maîtriser. Alors là, j'ai des changements parce que j'avais des barefoot jusqu'à Ouais. récemment. D'accord. J'ai mis des ATC parce que j'ai fait tout le setup Atmos avec des ATC. Mais jusqu'à il y a un mois, il y avait encore les barefoot ici que j'ai gardé Ok. parce que je suis en période de transition D'accord. et je m'interdis pas du tout de rechanger. Pour changer pour si jamais tu as Non, besoin de retrouver... si je sens qu'à un moment ça m'embête, Ok. il n'y a pas de pitié, c'est pas parce que ça a coûté cher que c'est mieux. Hmm. Et donc, si j'ai des meilleurs résultats avec un autre truc, j'utilise l'autre truc. Ok. Justement, tu viens d'en parler, quand on est arrivé dans le studio, le premier truc qui nous a frappé, c'est que tiens, il y a des enceintes au Ouais. plafond, Les enceintes, des enceintes en plus, ouais. donc ben oui, on en a parlé, on a une vidéo sur le sujet, sur un peu, il y a quelques mois, tout le monde s'affolait un peu avec le concept de l'Atmos. Et ben donc du coup, c'est quoi l'idée ici pour toi? C'est de pouvoir mixer ici en Atmos? Parce que je veux dire que c'est quand même une installation, enfin c'est pas rien à faire, c'est un Ouais, investissement, donc c'est un peu costaud à mettre en place. Ouais. ton point de vue sur ce truc un peu, tu crois que c'est un truc un peu à la mode? Enfin, t'as des demandes, j'imagine, si tu y passes, c'est que t'as des demandes. Pour le moment, j'ai l'impression que le format, il est à la mode chez les labels et les DA parce que Apple les force. Ouais. Voilà. Et du coup, on en parle, tout le monde s'affole à cause de ça parce qu'effectivement, tu as des plateformes de streaming qui te refusent ou qui te mettent en avant En si fonction tu de es ça, en fonction de ça ou pas. D'accord. Et pour moi, du coup, c'est pas la bonne façon d'apporter un format comme ça sur le marché parce que d'un autre côté, je parle à n'importe qui n'est pas là-dedans d'Atmos, personne ne sait ce que c'est. C'est ça. Personne ne comprend même ce que c'est pour le moment. Voilà. Donc personne ne le consomme non plus vraiment. Les gens le consomment sans le savoir. C'est ça. Avec leur AirPod. Ouais. Ils se rendent compte, ah tiens, en fait, je tourne la tête, ça bouge et il y a... Donc, la façon dont c'est exploité pour le moment me pose un petit problème parce que, pareil, moi la première raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que je mixe des albums en stéréo. Ouais. Et ça change de main après pour passer en Atmos. Voilà. Et là, mon problème, c'est que j'ai bossé avec un producteur, j'ai bossé avec un artiste. Et la version Atmos que tous les gens sur Apple par défaut vont entendre, c'est fait par quelqu'un d'autre. Ouais. Et souvent qu'on ne connaît pas. Alors, j'ai de la chance, c'est qu'à 20 minutes d'ici, il y a quelqu'un avec qui j'ai bossé et qui fait des mix Atmos, donc je peux y aller. Ouais. Et je peux aller écouter. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et sur d'autres projets, ça m'est arrivé d'écouter. Je venais d'installer, donc je me dis, ah, j'écoute. Et en fait, mon mix, il est passé à la poubelle, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est mon problème. Ouais. Pour le moment, c'est que, ok, il y a des mix Atmos qui sortent, mais je veux les faire moi. Okay. Parce que je me suis tellement cassé la tête à faire le mix. C'est très logique. Mais par contre, mon problème de cette méthode-là, c'est qu'en fait, tu as fait un mix stéréo et tu l'as découpé pour en faire un mix Atmos après. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le deuxième problème de ce mode de fonctionnement. C'est que quand tu as des pistes stéréo, faire de l'Atmos, en fait, ça se passe pas très bien. Et en plus,
tu as peut-être utilisé des trucs sur ton master, des machins comme ça. Quand tu resépares les stems, ça sonne de base, c'est plus la même chose. Ton travail en stéréo, artistiquement, ça n'a pas été pensé pour se retrouver forcément en non. Atmos. Donc, Alors, tu peux te dire, ok, ce son-là, je sais qu'après, on va faire ça, on va faire ça. Ouais, ouais. Mais le plus intéressant, c'est de l'intégrer dans la production du projet, quoi. D'office. Voilà. Ça, ce serait la solution un peu ultime, quoi. Et du coup, c'est un peu pour ça, je me dis, ok, si j'ai les gens avec qui je bosse s'intéressent à ça, moi, personnellement, ça m'intéresse. Ouais. Parce que j'ai écouté des choses que je trouve vraiment vachement bien. Je trouve qu'il y a quelque chose à exploiter là-dedans. Et je trouve que le format a plus de chances de survivre par rapport à du 5.1, du fait qu'il se réadapte automatiquement au système d'écoute. Je pense que c'est un processus qu'il faut intégrer le plus tôt possible dans la création du projet. Et comme tu disais, qui était très intéressant, c'est que quelque chose qui a été mixé en stéréo, on ne sait pas forcément le mettre en Atmos, mais quelque chose qui aurait été produit en Atmos, ce serait quand même plus facile d'en faire quelque chose artistiquement cohérent en stéréo, à l'inverse. Oui. Je trouve que la réduction d'un surround, d'un Atmos, mais j'ai plus d'expérience avec du 5.1 par exemple. Oui, parce que c'est ça, tu as déjà vécu ça avec J'ai tout fait ce qui ça était avec des musiques de cinéma films, des choses comme ça, où tu reçois plein de... Quand tu enregistres un orchestre, tu mets des micros en surround, ça marche, mais dès que tu réinsères tous les stems qui viennent des compositeurs, c'est tout stéréo. Ouais. Quand tu dois transformer ça en 5.1 et tu dis « Ok, je veux qu'il y ait du son un peu sur les côtés », ben ça marche pas parce que tu dois remettre du chorus, de la reverb, mais en fait, si tu rajoutes de la reverb, ça change l'intention musicale. Ouais. Ça fonctionne pas très bien. Alors que si tu as tout fait, en fait, réaplatir, l'opération, c'est beaucoup moins douloureuse. Ouais. Et donc, du coup, toi, maintenant, tu pourrais proposer le service à des artistes qui sont open, de dire on produit en Atmos, et puis après, à la fin, on aura les deux. Si ça a un intérêt artistique. Voilà, si ça apporte quelque chose, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Cool. Alors pour moi, ça demande aussi de repenser toute la façon de mixer. Eh oui. Parce que tu oublies de mettre un truc sur le master. Ouais. C'est fini. Il faut trouver des... Voilà, ça c'est le technicien qui est tout excité parce qu'en fait, il faut trouver des nouvelles façons de faire. C'est ça, parce qu'après c'est un peu le Far West, quoi. Donc du coup, maintenant on est ouvert. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Ça ouvre ça ouvre des possibilités. Maintenant, il faut qu'il y ait un propos artistique. Voilà. Oui, si c'est juste le but d'aller mettre un truc derrière, voilà, faut que ça ait du sens, que ça ait du sens, quoi. C'est le reproche que j'ai à beaucoup de trucs que j'écoute en Atmos où en fait c'est un peu de la démonstration, quoi. Ouais, mais ça te casse la musique. En fait. C'est ça. Ok. Ben, intéressant. Bon, ben, on revient dans quelques années, on voit ce qui s'est passé. Ouais, c'est long à mettre en place là, comme je suis un peu, voilà, c'est un peu, on est une petite équipe ici, donc on le fait petit à petit et on a du travail en parallèle, donc là, ça fait quelques mois que ça s'installe. Il a fallu changer tout le setup du studio pour pouvoir faire ça, donc. Écoute, je te souhaite que ça cartonne. J'espère aussi. Et dernier truc, par rapport à ta façon de travailler, ça on a un peu parlé avant. Alors il y a deux teams, il y a ceux qui sont pro template et ceux qui sont pas trop fans des templates. Et j'ai cru comprendre que tu travaillais pas sur base de template. Tu préfères repartir de zéro. Ouais. Alors j'ai des pistes, mais c'est plus par rapport au, tu sais, ma reverb qui est télécommandée par un plugin ou un truc. Ça je les réimporte d'une session à l'autre. Ok. Mais et j'ai des outils, des plugins, des choses que j'ai tendance à utiliser tout le temps. Ouais. Mais en fait, c'est tellement rapide maintenant de taper le nom du plugin. Et moi, j'ai fait mon preset de base de chaque plugin que j'utilise. Dans le plugin, ouais. En fait, je préfère me... En fait, le truc, c'est que les gens, ils terminent une production, il faut d'abord commencer par écouter ce qu'ils t'ont donné. Ouais. En fait. Et se dire, OK, surtout si, dans le cas où j'ai pas bossé avec eux sur la création. Oui, parce que dans la création, je sais à peu près où ça doit aller, mais sinon, il faut d'abord écouter le truc, écouter les pistes, et ensuite se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et si tu as déjà 3000 trucs, Charlie, il a son template, mais tout est bypassé dedans. Ouais, c'est tout est prêt au cas où. Voilà. Tout sous la main au cas où. Il a ses trucs qu'il aime bien. Ouais. Et moi, c'est pareil, sauf qu'il n'y a rien. Et je tape le nom du plugin, et en même temps, du coup, je me remets en question. Je me dis, est-ce que vraiment c'est intéressant? Puis ça va tellement vite de rappeler des plugins que j'ai pas besoin. Pour moi, ça va plus vite de taper le nom du plug et de le mettre que d'aller importer un truc dans template. C'est ça. Dans ta façon de travailler, c'est parce que
c'est peut-être aussi propre au style dans lequel tu travailles, vu que tu n'as peut-être pas forcément toujours des vraies batteries acoustiques ou des groupes de trucs. Ça sert à rien d'avoir préfet des groupes avec des trucs parallèles. Toi, c'est à chaque fois, c'est un peu chaque projet peut-être un peu différent et en fonction un peu du comment ça a été produit. Donc peut-être que le template serait peut-être même limite plus handicapant qu'autre chose. De dire oui, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu un handicap parce que tu as plein de trucs qui servent à rien dans ta session. Au final, tu te retrouves plus acheté. L'approche simpliste est parfois mieux. Et surtout que c'est que t'as vite changé tout le feeling d'une chanson ou tout le. Si t'as mis un compresseur, tu vois. Ouais. C'est pas une musique où tu mets forcément un compresseur sur le kick en fait. C'est pas ça le son. Donc non, je fais pas ça. Il y en a que j'aime bien, je sais pourquoi je les utilise et je vais les mettre si j'ai besoin. C'est que c'est des musiques où les sons sont déjà tellement travaillés à la base que vaut mieux d'abord écouter ce que donne le son avant de se dire tiens, je vais déjà lui faire ça et ça. En fait, il faut d'abord comparer l'export stéréo de base aux pistes. Se rendre compte déjà ce que tu as perdu quand les pistes arrivent séparées. Et puis reconstruire ça, essayer de capter c'était quoi l'énergie dans la mise à plat, truc. Et l'export stéréo de base de l'instru ou de la prod, c'est quoi le ressenti de ça. Et puis voir, ok, qu'est-ce que je peux. C'est quelque chose auquel tu te réfères, la mise à plat, c'est quelque chose auquel tu te réfères régulièrement en cours de route pour être sûr d'être sur le bon chemin? Pas très régulièrement, mais quand même à intervalles. Sur les moments clés peut-être, les étapes un peu clés de ton mix. Ouais, c'est-à-dire que je vais mixer, je vais écouter que l'instru, faire mon truc, me dire ok, est-ce que je suis vraiment mieux, est-ce que je suis, où est-ce que je suis allé par rapport à ce que je voulais faire. Je commence par me dire dans ma tête, avant de faire quelque chose, où est-ce que je veux aller avec ça. Puis je le fais. Puis au bout d'un moment, je me dis ok, là j'aime bien ce que j'entends, je recompare. Je me dis ah, j'ai perdu là. Là, ça c'est cool, mais en gardant l'équilibre. Ok, voilà. Cool. Je vois très bien ce que tu veux dire. Très bon enseignement. Il y a deux questions que j'aime bien poser comme ça. La première, c'est si tu pouvais revenir à ton tout début, quel serait le meilleur conseil que tu te donnerais à toi-même au début où tu as commencé, imaginons plus ou moins à la SAE, pour arriver à ce que tu es arrivé maintenant? Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais te donner à toi-même? Simplement, je pense suivre ta passion pour le métier. Décide. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Ok. Et si tu le fais et que tu as une passion pour le faire, alimente cette passion. Et fais-toi confiance. Et même si c'est dur, accroche-toi. Aie confiance. Puis la rivière te mènera où tu veux, quoi. Ok. Voilà. Parfait. Et l'autre dans le même sens, c'est j'écraserais presque une petite larme. Après, c'est facile à dire une fois que tu es dans une position un peu confortable, où tu as du travail, c'est cool, et tu as du recul de maintenant presque 15 ans, où tu te dis, ouais, c'était dur, mais j'ai pas lâché l'affaire. C'est ça, parce qu'il y a des moments, tu as dû avoir des moments de doute, et plein. Et que donc maintenant, sachant tout ça, tu te dis ça vaut la peine, donc vas-y, accroche-toi, fais-le parce que ça suit le chemin et nourrit cette passion et ça vaut la peine. Et dis-toi que en fait, la difficulté ne s'arrête jamais. C'est juste que tu t'y habitues. Oui, c'est ça, à chaque fois c'est un challenge, c'est toujours plus, et t'es jamais dans une zone vraiment de confort, et si tu y es, c'est pas bon signe. C'est pas bon, Non. Faut pas rester dans sa zone de confort. Faut de temps en temps rebattre les cartes, et puis se dire ok, là je sens qu'il y a un truc à faire, il y a un truc que je veux y aller. Mesure tes risques, déconne pas quand même, mais si tu sens qu'il y a un truc à faire, essaye quoi. Voilà. Et puis donne-toi un peu de temps pour que ça marche. Voilà. Sois pas impatient. Ne sois pas impatient, ça c'est une clé. Et deuxième truc un peu dans le même esprit, si maintenant un jeune devait débarquer là tout de suite en 2023 et te demander qu'est-ce qu'il devrait faire pour devenir comme toi, ou prendre ta place entre guillemets, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, ou commencer, ou quel état d'esprit il devrait avoir en 2023? Je pense que le plus important, c'est d'essayer
peut-être de cerner exactement quel rôle une personne comme moi ou toi peut avoir dans une session. Ouais. Et se dire, OK, ça, c'est des paramètres qui me plaisent, où je vais m'épanouir là-dedans. Je vais pas avoir de regrets parce qu'en fait, je voulais faire autre chose. Parce que, en réalité, un musicien frustré à la place de l'ingé, c'est pas bon. Voilà. Donc, voilà. Si ça, c'est des paramètres que tu aimes bien, si tu as l'occasion de faire une école, franchement, fais-le parce que tu vas rencontrer des gens. Et parce que ça te donne du temps pour apprendre. Parce que l'école, elle va t'apprendre des choses, mais c'est pas ça la vérité. Mais par contre, ça te donne du temps pour toi d'apprendre plus. De te dire, OK, ils ont tel studio, qu'est-ce qu'ils ont, comment ça marche leur truc. Et je vais pas attendre qu'on me l'explique à l'école, mais par contre, j'ai l'avantage, c'est que j'ai du temps pour l'apprendre. Donc je vais aller, moi, il y a plein de ressources sur Internet, tout est sur Internet. J'ai appris à démonter un Org Hammond en trouvant un site web. Tu trouves tout sur Internet, mais donne-toi du temps pour l'apprendre. Et apprends tout. Et puis, essaye de tout faire. Quand j'étais assistant de studio, je restais le soir et je faisais moi-même de la musique pour essayer les trucs, pour essayer les machines. Parce que dans ma tête, je me disais peut-être que je ne serais pas toujours là. Là, il y a tous les trucs dont je rêve, qui sont là, et ben hop, on y va, on fait tout. C'est quelque chose qui est revenu souvent dans notre conversation, c'est de bien définir quel est le rôle de chacun. Parce que c'est vrai que des fois, ça devient, je te rejoins, c'est pas toujours très clair dans la tête des gens. Moi, j'ai des stagiaires parfois, donc je m'attends à ce que les stagiaires fonctionnent un peu comme des assistants, et très souvent, c'est pas très, on voit que c'est pas très clair. Et même la hiérarchie de comment ça fonctionne dans un studio, l'artiste, la direction artistique, l'ingé son, l'assistant, tout ça. C'est très flou aujourd'hui, les rôles des gens dans les sessions. Plus, en fait. Ouais. Bah, ça n'existe plus, j'ai l'impression, chez nous, mais enfin. Oui, c'est vrai que. Tu vois, quand tu regardes. Moi, je vois des Anglais qui sont assistants dans des studios, ben ouais, c'est 2 ans, 3 ans. Tu touches pas la console. Bien sûr. Tu fais pas. Tu regardes, même le poste d'assistant, c'est pas péjoratif, tu vois. Tu vois le Serban Yanea, le mixeur, machin. John Haynes derrière, c'est son assistant. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils bossent ensemble. Le mec, il mixe. Et il fait tout. Ils ont la marque de fabrique, Serban Yanea. Le mec, il bosse. C'est un tandem. Mais sur le papier, c'est son assistant. Et c'est pas une tare, hein. Non, tu vois. non. Mais les gens, ils se font une mauvaise idée, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, on a chacun un rôle. C'est tout une grande machine et il faut avoir les bons rouages dedans. Il faut pas essayer de sauter une étape. Non, bien sûr. Et parce que maintenant, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que pour trouver une place d'assistant de studio, c'est vrai que c'est devenu très très compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup de studios. Enfin, en tout cas, dans ce que nous on connaît, en tout cas ici. Ici, un assistant, c'est vrai que tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses à gérer au final, ça s'entretient. Et parce que j'ai créé le lieu pour avoir besoin de rien. Enfin, quand je disais ici, je veux dire ici, en Belgique, en France, en Europe, dans nos contrées, quoi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant de redéfinir. On devrait faire une vidéo là-dessus sur redéfinir le poste et chacun et d'expliquer un peu aussi. Il y a des abus de langage aussi, parce qu'avec l'anglais et tout, les significations des termes se mélangent. Oui, c'est clair. Après, si tu peux pas faire d'école et que tu peux trouver quelqu'un qui est prêt à te donner une chance et à te former, ben vas-y. J'avais formé quelqu'un, j'ai pris exprès quelqu'un qui sortait pas d'une école. Parce qu'il semblait plus motivé que les autres. Voilà. Et c'est ça le plus important. Si t'as pas l'occasion de faire une école, mais que tu as assez de motivation, rien ne t'empêche d'y arriver. Bien sûr, oui. Parce que les ressources, elles sont tellement foisonnantes aujourd'hui. Quand j'ai commencé en 2004, Internet, j'avais mon modem qui faisait bip, 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 bip. Savoir quelle carte son t'allais acheter, il n'y avait rien. T'allais sur Audio Fanzine, 2004. T'achetais ton truc, ça marchait pas, l'ordi plantait. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'il faut apprendre à utiliser les trucs, quoi. Tout à fait. Ouais. Cool. Dernière petite question, si les gens veulent par exemple voir ton taf ou rentrer éventuellement en contact avec toi, si ça a du sens, est-ce qu'il y a un endroit où aller pour ça? Alors, j'ai un site web qui est comme
tous les sites web de beaucoup de studios qui n'est pas à jour. Alors là, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, oui. Voilà, mais tu sais de quoi on parle, du coup. Tout à fait. J'ai fait un site web, le formulaire de mail n'arrive nulle part. Il ne faut même pas essayer. Ça sert à rien, d'accord. Ça sert à rien. Instagram, je dirais. Ok. Bon, on met le lien parce dans la que description je de la vidéo. poste régulièrement les trucs que j'ai fait qui sortent. Il n'y a pas tout. Là, Non, ça mais fait 6 mois que j'ai rien remis, mais je vais... Voilà. Voilà. Pour être un peu au courant, je pense que c'est plus Instagram, c'est cool, ok. Pour mon époque musique de film, il y a IMDb qui est la référence pour tous les crédits de film. Tu peux voir tout le personnel qui a bossé sur un film. Ok. C'est une ressource incroyable, ce site. Donc tu peux savoir qui était l'assistant sur le film, qui était le chef-op, qui était le truc, et y compris les gens qui ont participé aux musiques. Donc IMDb, c'est vachement bien. Et j'ai une page là-dessus, qui n'est évidemment pas à jour. On met les liens, c'est ça. Je mets le lien, on va mettre le lien dans la vidéo. Du coup, ça m'amène à une question, c'est marrant, parce que c'est vrai qu'avant cette interview, j'étais à voir un petit peu, on voit pas beaucoup de... T'es pas quelqu'un... Alors, justement, on en parlait avec André en venant, peut-être que c'est juste parce que tu travailles beaucoup et que tu as autre chose à faire que de poster sur toi-même, ou c'est juste quelque chose que tu n'aimes pas trop, ou c'est juste que tu n'en as pas besoin de faire de la promotion, entre guillemets, via des réseaux? Je pense que personne n'a pas besoin de faire de promo, c'est juste que je suis nul. Ok, c'est même pas que t'aimes pas, c'est juste que... J'aime pas trop. Okay, en réalité, j'aime pas trop, je me mets pas en avant, moi. Parce que c'est pas mon rôle de me mettre en avant. Donc je publie des choses quand ça sort, justement pour les gens qui se demanderaient ce que je fais, parce qu'ils veulent travailler avec moi, ils se demandent c'est quoi les derniers trucs qu'il a fait, comme ça ils le voient, donc ça je publie. Des fois il y a des trucs dont je suis très fier, donc je les publie aussi, ou je relaye les vidéos, mais ça s'arrête là. Ok, voilà. Cool. Eh bien, je te remercie 1000 fois de nous avoir donné du temps. C'était très intéressant. Avec plaisir. Nous avoir accueillis dans ton studio, enfin dans votre studio du coup. Et je te dis à une prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.